En tout cas, c'est pas possible que soit dit ouais les grandes cartes c'est bien, jamais de la vie. Ça. Bah pourtant sur 40K c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ah ouais, des grandes aussi comme ça, la même format. Un poster là-bas, bah, tu la déplies. T'es plus Britney Spears dans ta chambre, c'est Ouais, un intercesseur d'assaut. Moi je préfère, hein, parce que quand tu après tu préfères le Space Marine quoi. ça tourne là. Et puis on est en direct là. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Flame Show, votre chaîne de rapport data tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gros Titi pour la lecture et l'analyse du tout nouveau tome de bataille pour la nouvelle édition de Warhammer Age of Sigmar, et on fait ça avec un nouveau décor. On était super impatients de voir ce que Game Workshop allait faire avec leur nouveau livre d'armée pour cette nouvelle édition de Warhammer Age of Sigmar. Si vous débarquez, est sortie aux alentours du 12-13 juillet la 4ème édition de ce jeu. Et là, on a la première armée qui sort, puisque en gros Game Workshop a refondu l'intégralité des règles pour chacune des armées. Elles sont disponibles gratuitement dans ce qu'on appelle des index. Et au fil de la durée de vie de cette nouvelle édition, ils vont donc sortir justement tous les livres d'armée avec plus de lore pour comprendre un petit peu mieux l'armée, parfois des nouvelles unités, étonnamment peu de nouvelles règles, ce qui est plutôt positif, en tout cas par rapport aux différentes surprises. Toi déjà, qu'est-ce que tu t'attendais et qu'est-ce que tu as eu pour ces Skaven, puisqu'encore une fois, voir un nouveau livre d'armée, c'est voir où veut aller l'éditeur dans une édition en termes de moteur de règles. Ouais, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de grand gap, comme tu l'as dit, entre l'index et les livres d'armée. Donc les joueurs déjà qui vont commencer à jouer vont pas être perdus, ils vont pouvoir continuer sur leur lancée. Game Workshop nous propose une correction des règles qui n'étaient soit pas claires, soit pouvaient être difficilement interprété, ou il y a des petits trous dans la raquette. Déjà ça c'est très bien, c'est plus clair, plus simple, tout ce qui pouvait être un peu trop fort est remis je dirais dans le rang. Et puis à côté on découvre de nouvelles unités où il y a peu de retravail, donc en fait on va surtout découvrir de nouvelles choses, garder les acquis qu'on a pu avoir depuis on va dire un mois et demi, 2 mois, et pouvoir se replonger dans la construction de nouvelles listes avec les nouvelles unités et tout. Donc en fait c'est simplement une mise à jour de l'index plus approfondie avec plus de choses. Yes, là tu parles des règles et donc de l'orientation éditoriale au niveau du game design. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau justement du livre et comment celui-ci est constitué. Dedans par exemple vous n'allez pas retrouver les coups en points, ça veut dire que ceux-ci seront disponibles directement soit sur le site de Warhammer Community quand ils font justement leur page de rééquilibrage, soit directement dans l'application officielle qui vous permet d'avoir tout ça. Le livre il fait 130 pages, c'est très très bien fait de la manière dont ils ont revu en fait les choses, puisque sur 130 pages, les 70 premières pages, c'est que du lore. Et donc de 71 à 130, c'est les règles d'allégeance, où comparativement à Warhammer 40 000, on voit qu'en index, on avait une règle d'allégeance, et derrière, c'est les détachements, on en avait le jour J avec le vrai livre d'armée entre 3 et 6. Là, c'est exactement, en tout cas pour les Skaven, ce qu'on avait déjà dans les index, c'est-à-dire que on avait 4 formations, c'est le nom des détachements dans AOS, et on a donc 70 pages réparties entre quelques petits tutos peinture, et surtout les règles, avec les règles justement des armées, des unités et aussi de Spearhead, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, et du coup les War Scrolls, on verra, ont été diminués en taille sur les pages. Avant on avait un War Scroll par page, ce qui faisait que sur des armées assez populeuses comme Skaven avec beaucoup d'entrées, quand on jouait avec son livre, on mettait beaucoup de temps à feuilleter, à trouver la bonne page et tout. Là pour le coup c'est plus digeste, donc je pense que c'est plus agréable pour les gens qui jouent avec ça. Et du coup Game Workshop commence à nous habituer avec des mises à jour de points, même pour les joueurs un peu plus casus qui jouent pas beaucoup. Du coup ils vont jouer avec les versions bien actualisées des coups en points, parce qu'en fait ils vont se référer tout le temps à ce qui est en ligne. Du coup je pense que c'est plus agréable pour le jeu, on va dire équilibré, même dans des modes qui ne sont pas tournois ou quoi. En tout cas les amis, on va maintenant rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit un rat, c'est-à-dire un Skaven. Plus sérieusement Titi, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'armée, d'où elle vient, à quel joueur peut-être c'est destiné en termes de game design, donc de style de jeu? Ouais, bon déjà les Skaven c'est comme une race qui est historique, qui vient du vieux monde, donc des ancêtres de Age of Sigmar. C'est une race du coup d'hommes rats, qui est un peu faux-folle, très sournoise, et qui ont un seul objectif, c'est entre guillemets conquérir le monde et assouvir l'ensemble des autres nations. Ils vivent sous terre comme des rats dans plusieurs cités, ils sont organisés en clans qui ne font que se trahir et s'allier de temps en temps pour essayer d'aller tuer d'autres clans. C'est un peu leur plus gros problème, c'est pour ça que pour l'instant ils n'ont pas conquis le monde. Ils sont férus quand même de technologie, c'est une race qui est assez avancée technologiquement, notamment grâce à la malpierre, qui est cette pierre verte qui leur permet d'avoir des choses... On en a au studio. Ouais, exactement, comme vous voyez juste derrière, qui leur permet du coup d'avoir des technologies qui sont très avancées par rapport à d'autres races. Ils sont aussi... Heureusement qu'ils n'utilisent pas de la merde. Tout ça, ça va se traduire par le fait qu'on va retrouver ces clans dans le livre d'armée que vous pourrez choisir. Vous pourrez en jouer entre guillemets plusieurs parce que les unités appartiennent à ces clans. Vous pourrez aussi choisir de faire une armée à thème qui peut correspondre au clan un peu de cœur que vous avez. Et on va retrouver ce côté un peu foufou, sournois et pas forcément fiable dans leur technologie dans les règles d'armée aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir des unités qui vont être plus ou moins fiables en fonction du moment où vous pourrez déclencher des effets
potentiellement destructeur, mais aussi qui peut vous faire un peu de dégâts. Ensuite, si on rentre dans le gameplay de l'armée, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle se joue et qu'est-ce qu'elle fait sur la table, c'est une armée Skaven qui est très complète. Déjà, elle va jouer dans toutes les phases du jeu. On peut faire de la magie, du tir, du corps à corps, on peut avoir beaucoup d'unités sur table, très peu, on peut jouer des forces d'élite de rats, donc on peut vraiment tout faire, et donc vous pouvez changer, et votre collection peut être infinie finalement en fonction des clans et des styles que vous allez pouvoir faire. Vous pouvez faire des armées qui ne font quasiment que du tir, que du corps à corps, comme je l'ai dit, et donc changer complètement en fonction des games et de ce que vous voulez peut-être entre guillemets tester dans le jeu ou pour contrer un adversaire particulier. C'est donc une armée qu'on recommande à 100% à quelqu'un qui voudrait découvrir notre hobby, notre passion. Déjà parce qu'en termes de modélisme, toute la gamme a été quasiment refondue, donc vous pouvez investir entre guillemets les yeux fermés. Le fait que ça soit une des armées historiques de Warhammer dans le vieux monde, même au niveau du JDR et ainsi de suite, c'est super cool. Et même en termes de modélisme, vous serez toujours à la page, l'armée sera donc couverte par Game Workshop, même pour cette nouvelle édition d'AOS, et ça c'est super favorable. En termes ensuite d'équilibrage, on aime bien parler justement de l'équilibrage d'une armée, c'est difficile en début d'édition de le faire parce que le jeu va énormément évoluer, mais est-ce que déjà aujourd'hui ce qu'on a dans le livre et ce qu'on a même dans la continuité de l'index qu'on a déjà pu bien tester est équilibré avec le reste du monde et aussi en interne justement pour ne pas avoir qu'une seule liste qui va marcher? Ouais, alors les Skaven sont on va dire plutôt bien équilibrés, puissants, mais avec quand même des garde-fous qui sont remis ici avec ce livre d'armée qui les remettent bien dans le rang. Donc je dirais qu'ils seront dans le haut du milieu du panier, voilà, et donc ils vont, je pense qu'ils peuvent traverser les prochaines années facilement du fait d'avoir autant d'entrées dans leur livre et autant de gameplay et de manière de s'adapter aussi au jeu en face de lui. C'est une armée qui, je pense, tiendra très bien dans les 3 prochaines années sans aucun problème le haut milieu du panier facilement. Avant de rentrer dans les règles d'armée, je voulais aussi vous montrer donc en fait le nouveau format qu'on a. Quand les index sont sortis, Game Workshop a proposé des cartes, des aides en fait, des fiches d'unité sur ce format-là qui sont donc des espèces de cartes postales. Et là, il y a eu la surprise au début que j'ai pas aimé puisque je la trouvais pas cohérente avec le reste de la collection, mais à l'usage, le fait d'avoir des cartes qui en fait finalement maintenant vont avoir ce format-là, c'est écrit un petit peu plus petit, mais comme aujourd'hui les fiches d'unité sont aussi beaucoup plus simples, ça prendra moins de place et je trouve ça beaucoup plus facile puisqu'on peut même les mettre à côté de l'unité directement sur le champ de bataille ou en parallèle entre guillemets de la liste en dehors justement de sa zone de déploiement ou autre. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais je trouvais ça vraiment cool. Pour le jeu, entre guillemets, comme on dit, sur la table, quand on commence à appréhender l'armée et tout, ça prenait quasiment toute la zone de déploiement. C'est pas très agréable. Là, pour le coup, c'est vachement plus maniable. On peut aussi les transporter beaucoup plus facilement. Ça, c'est vraiment très bien. On va maintenant passer au niveau des vraies règles, c'est-à-dire les règles de faction. Si jamais vous aviez déjà regardé l'index review qu'on avait fait sur les Skaven, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de changements, mais comme tu l'as dit, ils en ont déjà profité pour faire quand même des petits réajustements au niveau de ce qui était trop fort. On pense à certaines unités de tir qui étaient peut-être un petit peu dégénérées, qui vont être justement remis sur le droit chemin. Le fait est que là, on va commencer par les règles de faction, ce qu'on appelle les traits de bataille, c'est-à-dire que quels que soient vos games, vous bénéficierez toujours de ces games. La première, ça va être le rat de vermine rampant, tout simplement le fait qu'au moment du déploiement, vous pouvez choisir de ne pas déployer une unité, et celle-ci peut être remise en renfort, puisqu'elle va popper d'un de vos trous. Quand on parle de trous, on parlait ici de terrain de faction, puisque les Skaven vont être dotés de trous de vermine. En gros, c'est un set de 3 éléments de terrain, ça a un petit peu changé. Maintenant, au moment de votre déploiement, vous allez pouvoir placer un seul des trous dans votre territoire, et au début de chaque round de bataille, si jamais vous avez moins de 3 trous, alors vous allez pouvoir en placer un à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie et à 3 pouces de tout élément de terrain ou autre objectif. Donc il faut comprendre que maintenant, vous commencez la game avec un trou posé, vous en mettez ensuite un jusqu'à 3 par round de bataille. Et donc, l'aptitude dont je vous parlais, c'était les rats de vermine rampant. Au moment du déploiement, vous pouvez décider de mettre une unité en renfort et elle sortira d'un de ces trous. C'est ça, donc les mécanismes des trous, donc on se rappelle c'est des coefactions, on peut les détruire, mais les Skaven du coup peuvent en ramener à chaque fois, et il y a 2 optiques. Déjà, c'est qu'effectivement on peut faire amener les unités qu'on a mis au déploiement de côté, et l'autre c'est qu'à chaque tour on peut aussi téléporter une unité d'un trou à un autre, donc elle passe sous terre et puis elle ressort comme un rat de l'autre côté. Ça donne aux Skaven un gameplay qui déjà il y a une dose de mouvement qui va intéressante, où l'armée peut se redéployer, agresser, se protéger aussi en allant dans des zones un peu plus safe du champ de bataille, aller chercher des objectifs un peu lointains. Et ça va rejoindre aussi la deuxième règle, où on va voir tout de suite que les Skaven, du coup, sont une armée qui bouge très bien et a une grosse dynamique. Tu parles de toujours 3 coups de griffe d'avance ? Absolument, c'est ça. Puisque, en gros, une fois par tour à la phase de héros adverse, vous allez pouvoir choisir une unité qui ne soit pas à portée de mêlée, donc à plus de 3 pouces d'unité ennemie, et celle-ci va pouvoir faire un mouvement normal, comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Ouais, c'est très fort pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut du coup agresser, entre guillemets, plus vite, c'est-à-dire qu'on gagne une phase de mouvement sur les unités d'agression. On peut aussi se protéger, on peut tenter de contrer les tactiques adverses. Par exemple, quelqu'un qui va dire je vais mettre 2 unités à 3 pas du centre, et on va dire
ok, moi je vais bouger à ta phase 0, puis après du coup je serai apporté pour faire une contre-charge, donc je peux tout de suite te menacer. Ou alors tu veux sécuriser ce terrain-là, moi je vais bouger, je vais aussi le contester, donc tu vas devoir peut-être avoir un peu plus de Ou mal. il va vous écranter la tête, tout C'est ça. simplement. Ou alors je dois tuer une unité du bataillon général, celle-là, moi je la fais reculer d'un mouvement, puis Skaven bouge bien, et en plus on verra que c'est une aptitude sur laquelle on peut potentiellement buffer le mouvement des unités qui le font, donc c'est vraiment fort, c'est très intéressant tactiquement. Au départ, et c'est vraiment un outil, plus le joueur Skaven va jouer, plus il va bien le manier, plus le joueur adverse va devoir avoir beaucoup de difficultés à jouer, à l'affronter avec ces outils-là. Et ça, plus la téléportation des trous et l'arrivée des unités un peu en frappe en profondeur, ou en tout cas sur des zones du champ de bataille, ça fait une armée qui est extrêmement dynamique et difficile à attraper aussi, un peu comme un rat qui court partout, et on a du mal à s'en saisir. Deux choses, la première c'est comme un rat qui court partout, ça fait trop rapide pour toucher. En gros, puisque autre effet de règle, les unités infanterie Skaven peuvent faire des mouvements de repli sans prendre D3 dégâts mortels. Ça aussi, ça va pas mal jouer. Et par rapport à ce que tu disais sur la mobilité, ça va vraiment dans le sens de cette 4e édition qui apporte en fait des variations de géométrie super intéressantes. Vous regardez la table T1, vous regardez la table T2, T3, les unités ont complètement changé de là où elles étaient. Et c'est ça qui donne énormément de sel à cette édition. Un Skaven, il peut bouger donc à la phase de mouvement adverse, il peut bouger de D6 à la phase de mouvement adverse, et derrière, il peut charger potentiellement de 2D6. Donc le mec, il fait mouvement normal plus 3D6 pour 2 points de commandement, c'est quand même super classe. Ouais, c'est ultra stylé. Le fait de faire des retreats et pas prendre de dégâts, c'est quand même assez fort dans la version. Attention, il y a quand même un petit garde-fou, c'est que les monstres, ils vont prendre des 3, donc on considère que vos dieux rats, entre guillemets, sur le champ de bataille, eux, c'est pas leur truc de fuir, mais le Skaven de base, il est peureux, il est lâche, et entre guillemets, quand ça se passe pas bien les combats et qu'il fuit, il prend pas de dégâts parce qu'il a l'habitude de s'en aller. Voilà. Et donc ça, il y a cette petite saveur de l'armée qu'on retrouve aussi. Donc on a 2 traits, un peu tactique, un peu technique, et un trait qui est bon, mais qui est surtout représentant du fluff de l'armée. Yes. On va ensuite passer au niveau des formations de bataille. Là, c'est au moment où vous allez décider de faire votre liste d'armées que vous allez choisir une des 4 formations. Il y a malheureusement 5 clans et il y a un clan qui a été oublié. Déjà dans l'index, on pensait que c'était soit un oubli, soit qu'ils allaient détruire cette gamme. En fait, elle est toujours présente. Elle n'est juste pas couverte au niveau de ses règles. Mais honnêtement, c'est à la marge par rapport à la qualité qui a été fournie ici. On commence donc par la première formation qui est la convocation mâle rouage. C'est celle du clan Skryr. Ça va être les prototypes Skryr. En gros, ce qui va se passer, c'est que une fois par tour à votre phase de tir, vous allez pouvoir choisir jusqu'à 3 unités qui ont ce fameux mot-clé Skryr, et en gros pour chacune d'elles vous allez jeter un dé. Sur un 1, malheureusement ça va vous péter à la gueule l'utilisation de cette malpierre, et vous allez prendre des 3 dégâts mortels. De 2 à 5 vous allez avoir plus de puissance puisque vous allez avoir plus 1 pour blesser avec vos armes de tir pour cette unité jusqu'à la fin du tour, et sur un 6 vous allez avoir plus de puissance, vous allez ajouter donc 1 pour blesser, et aussi surtout plus 1 la perforation d'armure. C'est bien si on aime bien la technologie, et du coup des unités de tir Skaven, on en a des bonnes. Il n'y a aucune unité qui est complètement, je dirais, cassée avec cette sous-allégeance-là, cette faction. Donc on peut très bien la jouer si on a, pour moi, dès qu'on a 2 ou 3 unités de tir à peu près, c'est une bonne, entre guillemets, faction de bataille. Maintenant, elle est pas, vous verrez aucun profil qui va devenir n'importe quoi avec ça. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, en Skaven, on n'a quasiment pas de tir en combat. C'est-à-dire que dès qu'on va se faire engager, nos unités elles sont quasiment mortes. On encaisse très mal, on tape pas au corps à corps pour la majorité des unités de tir, et donc en fait on est immobilisé et notre faction servira pas à grand chose. Donc ça va, c'est là où l'équilibre se crée, c'est qu'il n'y a pas de trou dans la raquette à ce niveau-là. Maintenant, ça va quand même faire des unités assez dévastatrices. C'est quand même des unités chères, Skryr en général. La technologie, c'est pas gratuit. Et donc, forcément, voilà. Donc, c'est bien, mais vous ne pourrez pas vraiment faire de gameplay dévastateur en tir complet. Vous pouvez faire des armées à thème Skryr, mais la sous-allégeance va vous booster, mais ça sera toujours agréable à affronter. Vous attendez pas à des choses complètement dégénérées en termes de tir et tout. Ça fait très mal, mais c'est facilement contrable aussi. Les portées sont pas exceptionnelles, et les dégâts, on va voir, pour les unités qui pouvaient être problématiques dans l'index, ne le sont plus ici. Ok. Ensuite, donc la deuxième formation, ça va être la ménagerie Malchère. C'est donc celle qui est destinée au clan Moulder. Là, c'est pareil, vous allez pouvoir choisir, mais cette fois-ci à votre phase de héros une fois par tour, jusqu'à 3 unités qui disposent du mot-clé Moulder et qui ne sont pas des héros. Vous allez jeter un dé. Cette fois-ci, c'est sur du 1, 2... Là, pour le coup, ça va être la fureur délétère. Vous allez prendre des 3 dégâts mortels et c'est tout. Ou alors, de 3 à 4, vous allez faire une injection surrénale. Auquel cas, vous allez ajouter 1 à caractéristique d'attaque jusqu'à votre prochain tour. Là, pour le coup, ça marche 2 tours. Là où le tir, vous avez vu, c'était que pendant le tour actif. C'est-à-dire que si vous faisiez un tir de couverture, ça ne marche pas. Là, ça va marcher. Et si jamais vous faites un 5-6, là, vous allez avoir une frénésie aveugle. C'est-à-dire que vous allez aussi vous faire l'injection surrénale, c'est-à-dire plus une attaque. Et en plus, vous aurez une protection à 5. Donc, dès que vous allez subir un dégât, vous jeterez un dé sur un 5, vous l'oublierez.
Ouais, ça c'était la deuxième qui a été le plus jouée depuis la sortie de l'index. Elle est, je dirais, plus aléatoire. C'est la plus aléatoire de toutes parce que le vrai bonus qu'on va aller chercher sur les unités Molder, c'est le dernier palier. Alors que sur le Scryer qu'on a vu avant, le buff, je dirais, générique est quasiment le plus fort dans tout ça. Donc c'est une bonne agence qui va aller du coup sur tout ce qui va être boost stéroïdes. C'est-à-dire c'est tous les gros rats qui font 3 mètres et qui ont des biscottos comme Evie. Et donc Une flatte, hein. voilà. Et donc Ça, cela, parce que j'ai percé à la main. ouais, le bonus d'attaque est pas incroyable. Par contre, c'est vraiment la protection à 5 quand on l'a. C'est des unités qui startent à 6 PV ou 5 pour chacune. Donc c'est très très costaud et ça devient très compliqué à tuer. Et en plus, des unités qui tapent fort. Donc voilà, donc le bonus d'attaque, mettez-le un peu de côté. Vous allez vraiment chercher 5-6. On a vu toutes les listes qui commencent à jouer ça et chercher vraiment le 5-6. Et quand vous le sortez, l'armée devient vraiment très puissante et très compliquée à affronter. Donc c'est vraiment la deuxième qui a été le plus jouée, donc je pense que elle restera à ce stade-là en termes de positionnement. Eh bien écoute, c'est très bien, parce que là on va maintenant voir la procession virulente, ça va être terre corrompue, ça va être destiné au clan Pestilence, puisque là vous allez pouvoir à la fin de n'importe quel tour, donc ami ou ennemi, choisir jusqu'à 3 unités et faire un mouvement d'engagement, donc un mouvement de 3 pouces qui vous permet de rentrer à portée de mêlée des unités ennemies, et en plus de ça, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie avec laquelle justement une des 3 unités est rentrée à portée de mêlée, et jeter un D3, et sur un 2+, donc sur un 3+, pouvoir justement infliger autant de dégâts mortels que le résultat du dé. C'est une très bonne sous-agence. On retrouve ce type de modèle de sous-faction dans plusieurs livres dans Age of Sigmar. Par exemple, pour Dot of Khaine, vous avez la même chose avec des sisters, etc. C'est défini sur certains types d'unités qui sont bien costés avec cette chose-là. C'est un bon mécanisme, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous donne du mouvement, c'est toujours bien. La deuxième, c'est que ça vous permet d'avoir du mouvement en fin de tour, c'est-à-dire après avoir fait des pertes de combat. Donc par exemple, quand un adversaire défendait un objectif, et que vous n'avez pas pu rentrer dedans, vous faites des pertes et puis après vous pénétrez sur l'objectif et donc vous pouvez essayer de le voler. Faut pas l'avoir table rase, hein, comme tu l'as dit justement. Ouais. La question c'est est-ce que le fait que maintenant il faille être en combat pour pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire à moins de 3 pouces d'unité ennemie, est-ce que tu penses que ça va encore être jouable ? Oui, ça va parce que du coup tu peux engager plusieurs unités ou alors tu vas pas mettre tout le monde à 3 pas pour pas taper trop fort et garder un peu et pouvoir ensuite pénétrer sur un objectif. Ça rajoute comme du dégât mortel. L'armée Skaven n'est pas une armée qui met énormément de dégâts mortels, c'est pas sa spécialité, il y a des armées largement meilleures dans le jeu pour ça, donc ça lisse un petit peu cette petite stat de combat, sachant que c'est intéressant, on a beaucoup d'unités qui grattent un peu les Skaven de base, tapent pas extrêmement fort, mais font beaucoup de saturation avec pas beaucoup de perforation d'armure, donc en fait quand on rajoute un peu de blessures mortelles avec ça, ça devient en fait des dégâts qui sont modérés, et en fait pour des petits rats qui valent pas très cher, c'est quand même pas mal comme dégâts, donc moi j'aime beaucoup, je pense qu'elle restera avec Moulder maintenant plus à égalité, donc on va avoir ces deux là un peu devant, et puis après je pense Scryer ou Verminus qui vont sur des builds spécifiques, et ça nous permet de voir Verminus que ça va apporter. Verminus tout simplement, vous allez pouvoir une fois par tour choisir jusqu'à 3 unités qui ont chargé avec le mot-clé Verminus, vous allez utiliser cette aptitude de la phase de combat, donc subséquente de la charge, pour pouvoir leur déclarer qu'ils vont avoir +1 la perforation de leurs armes de mêlée. Par contre, c'est que jusqu'à la fin du tour. Bon, ça va aller quand vous allez vouloir jouer de la masse de rats des clans ou de vermine de choc. Ça tombe bien, il y avait des figurines qui ont été refaites récemment, qui sont très jolies. Malheureusement, c'est la sous-alliance qui, pour moi, a trop de conditions. Bon, ça marche sur Verminus, ça c'est normal. Par contre, il faut avoir chargé. Et on n'a pas trop de bonus dans ce domaine-là. On va vite, mais c'est quand même parce qu'on a un mouvement en face des héros adverses, mais si on ne prend pas celui-là et qu'on a dû rester à notre place, en fait on a des rats avec 6 de mouvement, c'est pas non plus incroyable pour attraper des unités. Voilà, et on start avec une reine qui est pas incroyable, donc c'est bien, mais pour moi c'est vraiment la plus faible des 4. Voilà, donc je dirais que si on devait faire un classement, je dirais les deux Moulder et Pestilien au même niveau, après Scryer et en dernier Verminus, sauf build spécifique. Par contre, si vous aimez bien la masse de rats, et en plus on a un nouveau personnage qui crée quand même un gameplay autour de Verminus renforcé, je pense que du coup vous pourrez tester Verminus, ça peut donner des trucs qui peuvent être sympas. Notamment Verminus de choc qui tape vraiment très fort dans celle-là. On enchaîne ensuite les amis avec les traits héroïques. On rappelle que vous pouvez en avoir qu'un et vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel héros, mais celui-ci ne doit pas être unique, c'est-à-dire nommé. Le premier, ça va être sauf qui peut. C'est une aptitude qui va s'utiliser à n'importe quelle phase de mêlée, c'est donc avant les aptitudes de base, qui dit tout simplement que si cette unité est en mêlée, on va jeter un dé et sur un 3+, elle va pouvoir faire un repli comme s'il s'agissait de la phase de mouvement. Le deuxième trait héroïque, c'est Soupolet, c'est une aptitude passive qui va donner en bulle à 13 pouces justement du héros qui aura cette amélioration là, le fait d'avoir +1 au jet de course et au jet de charge. Et enfin, le dernier trait héroïque, c'est le manipulateur habile. Là, tout simplement, à partir du moment où le héros est à portée de mêlée, c'est-à-dire à moins de 3 pouces d'unité infanterie ami Skaven, il va avoir une protection à 4, et dès que par contre, justement, il fait un test de protection, il va devoir mettre un dégât à l'unité garde du corps. Pour l'instant, on en a vu quasiment qu'un dans toutes les listes qui sont sorties, et les résultats, c'est celui qui permet tout simplement de désengager sur un 3+. Il est très fort sur notamment les Vermin Lords, donc ces espèces de dieux rats que vous avez sur le champ de bataille.
parce que c'est des bons combattants qui ont une bonne mobilité, donc déjà on a un bon mouvement pour s'en aller, parce que quand on a un petit rat avec un mouvement 6, des fois c'est difficile de sortir de la portée de combat, parce que 3 plus 3, en fait vous faites toujours taper dessus. Et par contre les Vermilords, eux, ils ont des mouvements plus avancés, et en plus ça les rend, c'est pas les plus tankiers, donc ça leur permet d'avoir une dose de survivabilité. Et en deuxième chose, c'est que ça se fait en début de phase de combat, et tous les Vermilords ont ce qu'on appelle des rampages, c'est-à-dire des activités. Donc en fait, en général, ils font 2 choses en début de phase de combat, et avant de savoir s'ils vont rester ou pas. Donc par exemple, vous avez des frappes en dernier, ou des -1 touches, ou des téléportations, des choses comme ça, et du coup, ça leur donne, je vais jeter le premier, je vois ce qui se passe, si j'ai mon buff, en fait peut-être que je vais pas me désengager, et si je l'ai raté, par contre je vais me désengager, et tu pourras même plus me taper, et ça correspond vraiment au gameplay Skaven de pouvoir s'en aller. Donc je dirais celui-là est vraiment très loin devant. Et après, je dirais en deuxième, je dirais plutôt le plus un course, plus un charge en bulle, qui est quand même assez fort pour fiabiliser un peu, surtout avec la méthode où on a des redéploiements aujourd'hui. Avoir un plus un charge, c'est vraiment puissant dans la version. Yes. Ensuite, on passe aux artefacts de pouvoir. Même règle que pour le précédent. Le premier, ça va être le sale cuir, puisque à la fin de n'importe quel tour, vous pouvez pouvoir soigner de D3 le porteur de cet artefact. Le deuxième, ça va être la breloque de Malpierre, puisque à n'importe quelle phase de mêlée, c'est donc une aptitude qui n'est pas de base, que vous allez faire avant les aptitudes de base, qui va vous permettre tout simplement de jeter un dé, et si en 3+, de pouvoir soustraire à la caractéristique de sauvegarde d'une des cibles avec qui le porteur était à moins de 3 pouces. Et le dernier, ça va être le Skaven Nectar, puisque une fois par bataille, à n'importe quelle phase de mêlée, vous pouvez choisir une unité d'infanterie Skaven qui n'est pas un héros et qui serait entièrement à 13 pouces justement du porteur de cet artefact, lui infliger des 3 dégâts mortels, mais à côté de ça, ajouter 1 à sa caractéristique d'attaque jusqu'à la fin du tour. Ouais, vous faites boire de la potion magique, ça tue 2-3 gars, mais par contre, vous tapez très fort. Celui-là, on le trouvera, je pense, dans le gameplay seulement avec le clan Verminus, où on joue 40 gars et des clans, ou des gros packs de vermines de choc, où on dit, là, j'ai chargé, j'active mon Skaven Nectar, globalement j'ai plus un reine, plus une attaque, je te rase quasiment n'importe quoi, donc c'est très fort. Les 2 autres sont ceux qu'on a le plus vu. Le heal D3 était beaucoup joué parce que ça plus le ralliement, on commence à avoir des gros monstres et des gros dieux qui sont quand même très très compliqués à tuer. On voit que maintenant les soins de fin de tour sont des habitudes qui sont assez fortes, assez puissantes dans le jeu. Et le dernier qui met moins en sauvegarde, quand on a des armées qui vont peiner un peu sur le côté reine, ça peut nous aider quand même à passer. Et donc le côté grignotage dont je parlais au début, des petites unités de base, quand vous avez un petit personnage qui vient, ou même un gros, qui dit tiens je vais aider là pendant que moi je tape sur un truc fort et j'ai petits rats ils vont gratter sur un truc avec -1, en fait ça commence à faire des dégâts. J'ai une question pour toi par rapport justement au deuxième. Aujourd'hui on le voit, le jeu tank beaucoup moins puisqu'il n'y a plus de bouclier mystique on va dire dans toutes les armées, et donc dès qu'on a des mécanismes, quand on voit que la plupart des gens sont perforation -1, là le fait de se dire que sur un 3+, tu remets un -1 supplémentaire, c'est souvent ce qui va te permettre de passer ce fameux stat check, puisque si tu passes une sauvegarde ennemie de 5 à 6, tu divises par 2 son tanking. Est-ce que tu penses que le Skaven est aussi pertinent que des armées de corps à corps, où là ça sera souvent reine 0, reine -1, et que tu iras chercher ses paliers, ou en tout cas l'artefact semble très fort, mais il est peut-être plus fort chez d'autres armées qui vont avoir ces fameux paliers. Je dirais qu'il est plus fort en Skaven parce qu'on start en fait avec très peu de reines. D'accord. Donc en fait, mais par contre tu fais vraiment de la saturation, c'est-à-dire que tout ce qui est Gaë des clans ou moine, etc., ça a de la crit bless auto, mais sans rend. Et ça a des mauvaises stats de combat. Donc en fait tu vas finir par te prendre à chaque tour, aller sur un pâté normal, une grosse dizaine de blessures, mais sauf qu'il n'y a pas de reine, donc même des unités avec des pauvres save à 4 ou save à 5 ou avec une protection derrière par exemple vont s'en sortir avec 2-3 morcellement. Mais en fait tu te rends compte que quand tu rajoutes ça, un petit -1 save, et qu'en plus tu sais qu'en face il y a beaucoup de monde à tuer, donc tu vas prendre plusieurs phases de combat, en fait ça grignote plus que ça devrait. Et du coup tu peux t'attaquer à des unités où tu dis oula là j'ai perdu un gars mais j'aurais jamais dû en perdre. Mais voilà, et donc ça c'est assez fort. Donc en fait tu as l'optique de support, tu vas créer une pièce plus de support avec le côté -1 sauvegarde pour moi, ou ça peut rendre aussi les Verminlords, on va passer des stats de reine -3, donc c'est là où vous tapez plus fort que Archaon en termes de reine, c'est quand même assez puissant, ou alors vous allez plutôt supporter, et le heal donne une pièce plus indépendante, c'est-à-dire vous allez plus avoir un Verminlord qui va partir tout seul, et qui peut encaisser 2 unités, s'en sortir, désengager, se rallier et tout, voilà. Donc il faut se dire que du coup, vous dites le heal, avec le fait de désengager, ça veut dire que vous pouvez désengager, vous, entre guillemets, vous soigner, refaire un ralliement, etc. C'est assez cool comme gameplay. Voilà. Donc soit une pièce plus support qui va aller rester autour des troupes, soit une pièce un peu plus agressive avec le heal, moi je le jouerais comme ça. On enchaîne ensuite les amis avec les domaines de sorts, de prières et de manifestations. Je rappelle que vous devez choisir ces domaines au moment où vous constituez votre liste et que c'est les mêmes pour l'intégralité de vos sorciers, de vos prêtres et justement de vos manifestations, donc de vos sorciers. En tout cas, ici on a donc 3 sorts. Avant ça, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, une armée Skaven, ça s'alimente autour de combien de niveaux de sorcellerie ? Sous-entendu, au niveau de combien de tentatives de manifestation ou de sorts ? Ouais, tu vas avoir entre minimum 2 et 3, et tu peux monter jusqu'à, je pense,
4 ou 5 vraiment sur les armées. Donc la magie est importante, le domaine de manifestation que tu choisis est important. Comme les prières, c'est-à-dire que pour moi, tu vas toujours dans toutes les armées quasiment avoir prêtre et sorcier dans toutes les Skaven. C'est très... dès que tu vas faire un truc balance, après si tu fais du full pestilien, tu n'auras que des prêtres quasiment. Et si tu fais du full verminus ou des choses comme ça, tu n'auras peut-être que des sorciers. Mais tu seras en général balancé. Donc ce qui est intéressant, c'est que tu vas utiliser tes 2 domaines complets. Donc c'est une armée qui bénéficie vraiment de l'ensemble de son livre dans sa construction au départ. D'accord. Au niveau des sorts, ils sont donc au nombre de 3, c'est le domaine de la ruine. Le premier sort, c'est la malle tornade, c'est un sort qui va passer sur du 6, qui a le mot-clé illimité, c'est-à-dire que différents sorciers peuvent quand même tenter de lancer plusieurs fois le même sort à la même phase. Là, ici, une fois que vous aurez réussi votre 6, vous pourrez choisir une unité ennemie et visible à 18 pouces du lanceur, et tout simplement, cette unité héritera du mot-clé frappe en dernier, ce qui est donc excessivement fort. Ouais, c'est très fort pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'on a plusieurs frappes en dernier dans le jeu. En général, déjà, c'est pas cette portée-là, c'est plutôt 12 pas. Donc lui, c'est un des... Et en plus, il se casse que à 6. Donc c'est le plus simple, avec la meilleure valeur de distance, ce qui en fait le meilleur strike class de tout le jeu. Même en phase adverse, hein, pour 1 point d'ordre, vous le faites, vous passez donc de 6 à 7 en termes de valeur de lancement, vous avez 54% de chance de faire frapper une unité en dernier. Hein. Exactement, sachant qu'à notre tour, en général, on a des bons casters, qui soit castent à 3D, je crois, les demi-heures, ou ont des bonus. En défense, on est comme tout le monde. Mais du coup, c'est des bons... Donc c'est extrêmement puissant comme outil en termes de gameplay, de jeu. Donc là on voit, tu veux me tuer une unité, attends, je peux déjà reculer pendant ton tour, et en plus je vais dépenser un point de commandement et je vais tenter de te mettre frappe en dernier, comme ça même si tu arrives à m'attraper, en fait je taperai avant toi. Ça fait beaucoup de critères. Quand vous commencez à déclencher les tactiques contre un Skaven, il a beaucoup d'outils de contre-mesure. Voilà. Ensuite, on va avoir le sort évasion, il va passer sur du 6. Ici, tout simplement, on va choisir une unité amie entièrement à 13 pouces du lanceur, et celle-ci va pouvoir être téléportée pour être replacée à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Il n'y a aucune contre-indication, vous avez le droit de le faire sur une unité qui est à portée de mêlée ou autre. Heureusement, parce qu'on est Skaven, on veut s'enfuir des combats. Voilà. Donc ça marche sur les personnages, c'est très fort pour sauver des personnages ou tenter des possibilités d'agression. Je rappelle qu'aussi on peut céder de certains tremplins, par exemple des décors de faction pour les charger eux et ensuite faire des mouvements d'engagement pour aller taper autre chose. Donc c'est très très bon. Donc, pour les 2 cas, soit l'agression, soit le côté sauvetage. C'est pareil, ça se lance pendant le tour adverse. Hein, donc on peut, tiens, je vais finir ton Vermilord à qui reste 2 PV. En fait, vite, un point de commandement, bam, il tente de se téléporter, il disparaît dans un nuage de fumée, c'est assez cool. Un petit côté ninja. Voilà. Donc, tu le vends super bien celui-là. Ouais, sort iconique. Qui fait partie et du gameplay et du fluff des Skaven. Yes, et on va terminer avec le flétrissement, il va aussi passer sur du 6, il va permettre de choisir une unité ennemie à 13 pouces du lanceur et lui infliger D3 dégâts mortels. Ouais, c'est très bon, 13 pas, D3, c'est très bien. Petit regret sur ce domaine, je pense qu'ils ont mis un 13 pas de portée pour le dégât, j'aurais mis aussi un 13 pas de portée pour le strike last, parce que en l'état, je trouve ça un peu trop fort dans la version, et surtout pas équilibré avec les autres occurrences de strike last qu'on peut voir dans le jeu, qui sont soit cast à 7, soit à portée 12, mais il y a une restriction à chaque fois. Là, il n'y en a pas, c'est 18 à 6. C'est un peu trop puissant. Ensuite, les amis, on reste dans le domaine des sorts, mais cette fois-ci des manifestations. Donc, ça va utiliser l'équivalent de une tentative de lancement de sorts ou de manifestation. Ici, on parle donc vulgairement de sorts persistants. Les Skaven en ont 3. Les 3 passent avec une valeur de difficulté de 7. Malheureusement, ils sont pas super balance les uns avec les autres, mais ça reste quand même un bon domaine de manifestation, puisque je le rappelle, vous devez choisir un domaine de manifestation, soit dans les génériques, soit dans celui de votre armée. Toi, justement, qu'est-ce que tu penses de ces manifestations? Est-ce que tu peux nous les présenter? Ouais, en gros, vous en avez, comme tu l'as dit, 3, avec une qui est très forte et 2 qui sont à un niveau normal. Ce qui fait que du coup, les Skaven ont très envie de jouer leur domaine de manifestation parce qu'elles s'accordent très bien avec leur gameplay, ça marche bien, et du coup, en plus, ils n'ont pas forcément besoin d'aller chercher aux autres. Donc déjà, quand vous allez jouer en équipe, c'est cool parce que vous ne prenez pas pour vos petits copains. On va commencer tout de suite par, entre guillemets, le plus fort, c'est la cloche, qui est un sort du coup qui peut se déplacer et qui donne un effet passif autour d'elle. Tu parles de la cloche de l'Apocalypse? Exactement. Et cette cloche de l'Apocalypse, elle va tout simplement donner un -1 blessure à tous les Skaven qui sont entièrement à 13 pas d'elle. C'est très puissant, c'est très fort, ça permet un gameplay tanking, ça permet de lancer, on peut le lancer pendant son tour, pendant le tour adverse. Ce qui est peut-être un peu trop puissant avec ce sort-là, c'est qu'il se déplace. Donc en fait, l'armée, quand elle va avancer, elle peut setup, quand elle va rebouger après, la cloche va se déplacer avec. Je pense qu'on aurait pu le mettre immobile, que ça aurait été déjà puissant. Là, malheureusement, c'est vraiment très très fort, et c'est pour ça qu'on va choisir ce domaine d'investigation-là, c'est très fort. Derrière, vous allez retrouver la nuée de vermine, qui est assez grosse, qui est du coup une espèce de grosse nuée de rats qui se déplace. Ça tape un peu. Ce qui est un peu chiant avec cette nuée, c'est qu'elle a pas mal de PV et qu'elle se soigne à la fin de chaque tour. Donc ouais, elle peut être chiante à sortir et du coup elle peut un peu bloquer des unités, mais c'est pas désagréable à affronter ou trop fort et ça fait pas beaucoup de dégâts. Et derrière vous finissez avec le Vortex, qui est un peu le truc iconique,
qui se compose en 3 parties, qui en gros met des malus entre guillemets à la course et qui fait des dégâts mortels autour. Difficulté de celui-là, c'est que ça reste un sort qui doit être proche de l'adversaire et donc on peut contrecharger et taper dessus pour là-dessus. Donc il est technique à placer. Donc entre guillemets, on va le mettre pour ensuite peut-être aller engluer l'unité et l'occuper pour pas qu'elle puisse se jeter sur votre vortex et l'utiliser comme un espèce de tremplin. C'est vrai que les manifestations aujourd'hui, c'est un gameplay assez spécifique qui compose plein de règles pas forcément simples à aborder au premier coup, mais du coup on peut les charger, on peut se battre contre elles, et donc ça peut aussi nous aider en tant qu'adversaire quand il y en a une à côté de vous à attraper des unités Skaven ou contrecharger pendant le tour adverse. Voilà. Donc le Vortex c'est très bien, mais d'une utilisation extrêmement compliquée et peut offrir des opportunités à vos adversaires. La cloche est très simple à utiliser et très forte de base, et après vous en avez un petit dernier qui est sympa à lancer, sachant que vous verrez vous avez aussi des sorts sur les War Scrolls, donc c'est assez rare dans le jeu aussi pour être souligné, et donc ça fait un ensemble de palettes entre les sorts et ça qui est largement suffisant pour faire vos tours complets. Voilà. Ok, on va maintenant enchaîner avec ce qu'on appelle les prières. Donc pareil, il vous faut des personnages qui sont dotés du mot-clé prêtre. La première prière, ça va être le Croûte de Crasse. C'est une prière qui va passer sur du 4. Je rappelle que maintenant vous pouvez canaliser, c'est-à-dire que vous pouvez décider de tenter une prière et garder cette valeur de jet de dés pour un lancement plus tard dans votre vie, et donc vous pourrez les additionner avec le futur jet de lancement. Ici vous allez avoir donc 2 effets. Sur du 4, vous allez pouvoir choisir une unité entièrement à 13 pouces de type infanterie du prêtre et lui donner plus 1 pour blesser. Et si jamais vous faites un jet de crit à 8, c'est-à-dire un jet de canalisation à 8, alors en plus de cet effet-là, vous aurez crit mortel. Ça veut dire que chaque jet de touche crédit convertira les dégâts comme des dégâts mortels. C'est une très bonne prière qui est extrêmement forte dans sa version boostée. Donc rien que pour celle-là, on a très envie d'avoir un prêtre. On se dit déjà, si on s'arrête à celle-là, on dit je veux un prêtre dans mon armée juste pour le crit mortel que je peux avoir. Cette prière, elle est bonne et équilibrée dans l'armée puisqu'on a une majorité de notre infanterie qui va blesser à 5+. Et donc là, on va passer à un seuil qui est tout à fait normal et pas dégénéré. Et par contre, on a des pièces, on va dire, de combat comme les gros Raog ou des choses comme ça qui ont déjà des bonnes valeurs de blessure et ça va bien les stabiliser. Donc ça va créer des bonnes synergies assez simples et qui sont pas dégénérées complets. Par contre, attention, quand vous allez vous prendre des crits mortels, là par contre, évidemment, comme n'importe quel raid de crit mortal, avec en plus de la saturation et tout, ça fait beaucoup de dégâts et ça peut faire extrêmement mal, notamment avec les dégâts multiples qu'on peut avoir sur certaines unités. En plus de ça, cette prière, alors si jamais vous voulez jouer un gameplay très particulier, elle a le mot-clé illimité, donc différents prêtres peuvent justement tenter de la caster. Ensuite, la deuxième prière, ça va être Torrent de Bile, il va aussi passer sur du 4, on va choisir une unité ennemie à 13 pouces du lanceur, et vous allez pouvoir jeter un dé par figurine de l'unité, et sur chaque 5+, faire un dégât mortel, et si jamais vous canalisez et que vous faites un critique à 8+ pour lancer cette prière, alors ça sera sur du 4+. C'est donc officiellement le meilleur anti-masse du jeu. Ouais, meilleur anti-masse avec pas une mauvaise portée, 13 pas c'est mieux que 12 comme beaucoup d'anti-masse dans le jeu, donc c'est très puissant. Très bon anti-masse. On a des prêtres en plus, vous verrez, qui peuvent être agressifs parce que c'est pas des pièces difficiles à protéger, c'est des Vermin Lords qui sont des prêtres aussi, donc qui peuvent être mis en avant sur le champ de bataille et du coup facilement accéder à des gros pâtés adverses. Il faut faire très attention. Donc ça c'est pour le coup vraiment puissant. Donc il faut faire très très gaffe. Peut-être un peu trop puissant sur le 4. Est-ce que j'aurais pas mis par exemple je reste à 5 et je rajoute par exemple un malus à la touche comme on peut l'avoir dans d'autres armées ou un malus à la blesse. Je pense que ça a évité le côté frustration du t'as 20 figurines, j'ai eu de la chance, j'en ai tué 18 et en fait le gars il te regarde, il dit c'est super ton jeu. Voilà. Mange une feuille. Ensuite, on va avoir le dernier, c'est Résistance enragée. Là, par contre, ça va passer sur du 5 natif. Ça va permettre d'avoir -1 au jet de blessure pour une unité qui serait entièrement à 13 pouces du prêtre. Et si jamais on crit à 8, alors on aura -1 pour être blessé et +1 à la sauvegarde. Ouais, celui-là, je l'adore parce que du coup, ça vous donne une deuxième source de protection par rapport à la cloche. Donc, vous pouvez dire, soit j'ai emmagasiné des points et finalement du coup je peux lancer pendant le tour adverse ma prière et je peux pas être dispel, donc c'est un peu plus puissant. Ou alors si j'ai ma cloche sur table, je suis déjà protégé. Ou alors je peux aussi cibler un truc qui est un peu plus loin que ma cloche parce que je me suis déplacé. Donc on a une double source de protection. Et le crit en plus un save, il peut paraître rien, mais on a quand même des unités, les gars des clans, ça start en 5. Quand vous passez à 4 puis peut-être un level de défense, on se retrouve avec des gars des clans qui avec -1 blessé, il n'y a quasiment rien dans le jeu qui les sort, et du coup vous avez cette masse qui est devant l'adversaire et qu'en fait il peut plus gérer. Donc ultra intéressant, on a du tanking et 2 trucs un peu plus agressifs, donc on voit tout de suite c'est très équilibré comme domaine de prière, on peut répondre à tout, taper plus fort, accès à de la mortelle, plus en sauvegarde, de l'anti-masse, du dégât, franchement c'est plus que correct, surtout quand on va voir les prêtres qu'on a derrière. On va terminer la lecture de l'Allégeance Skaven avant de rentrer dans les fiches d'unité par les trous de vermine, c'est-à-dire justement ce terrain de faction qui est gratuit. On l'a dit tout à l'heure, vous allez commencer la partie, vous allez déployer
un seul élément de terrain dans votre territoire, et après au début de chacun des rangs, si vous n'en avez pas 3, vous pouvez en faire popper un à 3 pouces de tous les objectifs et éléments de terrain, et à 9 pouces de toute unité ennemie. Qu'est-ce que ça apporte dans l'armée alors ça apporte beaucoup de choses. On va voir déjà les 2 règles principales. J'ai déjà parlé d'une, ça nous permet à chaque tour de téléporter une unité d'un trou de vermine à un autre, toujours à plus 9 de l'adversaire, mais ça nous donne une certaine mobilité, sachant qu'on l'a placé au début du battle round. Donc on sait pas forcément si on va jouer, donc il faut prendre en compte les 2 possibilités. Ça c'est la première chose, donc on va dire mouvement, agression, capacité de sauver une unité en la redéployant, capturer un objectif, etc. Il y a 1000 choses comme toutes les téléportations du jeu. Derrière, l'autre chose, c'est que ça me permet aussi de faire revenir des unités. Moyennant un point de commandement, le Skaven, à la fin de son tour, il peut dire je ramène une unité, entre guillemets, qui était au moins composée de 3 figurines, à mi-effectif, qui va popper par ce trou de vermine. Ça, c'est très fort. Ça permet au Skaven d'avoir une certaine survivabilité. Maintenant, c'est un point de commandement, donc c'est déjà contrôlable par le joueur Skaven, c'est pas de l'aléatoire, c'est pas des repop à 4 ou des choses comme ça. On sait, mais il y a une ressource, et le CP, c'est très cher. Voilà, et maintenant le Skaven, ça fait partie de son gameplay. C'est une armée qui va du coup pouvoir durer dans le temps, même si elle subit beaucoup de pertes très tôt, elle va arriver à survivre en se baladant un peu aux 4 coins de la map. Donc c'est un terrain de faction, et comme le fait qu'il puisse en replacer au chaque début de Battle Round, en fait il aura toujours accès au fait de rester dans la partie. Ça je pense que c'est très important, c'est une armée qui peut survivre à beaucoup de chances de son adversaire ou quoi, et on n'a pas de frustration de dire j'ai perdu mon unité tôt, je peux pas la jouer. Quoi qu'il arrive, à votre tour, vous pouvez dire j'ai placé un trou de vermine, je plante un point de co, la moitié de mon unité, elle revient et je jouerai avec et je me fais un peu plaisir. Et ça, je pense que c'est aussi très plaisant quand on joue Skaven, c'est que on pourra toujours faire quelque chose. C'est intéressant, on a donc vu tout ce qui allait faire le sel de l'armée. On va après passer justement sur les fiches d'unité, mais ça à la marge, puisque quand t'as des bonnes règles globales, c'est derrière tu sais que tu vas pouvoir te faire plaisir. C'est impressionnant comme une armée qui est vendue dans la boîte de base, qui est une des armées les plus populaires depuis le Warhammer Battle à justement Warhammer Age of Sigmar, de voir à quel point ils ont donné une profondeur et un niveau de progression, ce qu'on appelle un skill cap, super élevé. Ça peut être facilement jouissif, mais à côté de ça, ça peut être très difficilement très fort. C'est ouf. Ouais, c'est très fort, et on voit que surtout c'est une des rares armées où tout est jouable, et finalement on peut vraiment choisir toutes les sous-factions, tous les traits de commandement, tous les artefacts qui sont très bons, toutes les règles de traits de bataille sont utilisables à 100% des parties. Donc en fait, on joue 100% du livre Skaven dans toutes ses règles à chaque partie, et c'est forcément utile. Et on peut facilement, je change de sous-faction, ça va vraiment booster certains types d'unités, donc j'ai une rejouabilité qui est infinie, vraiment, alors que dans d'autres livres ou index, on a pu voir des sous-factions qui sont pas intéressantes ou qui n'induisent pas un gameplay qui est particulièrement séduisant ou qui mettent en avant certaines unités. Tu peux aussi jouer de façon soit agressive, soit défensive, tu peux jouer de façon fourbe. Enfin, honnêtement, c'est quand même assez impressionnant les outils déjà dont l'allégeance en fait justement te dote. Ouais, non, et on va voir qu'en plus quand on couple ça après avec les War Scrolls, on s'est dit ok, là j'ai vraiment du gameplay et de la progression en termes de jeu, comme tu dis, on peut être très agressif avec certains trucs ou jouer un gameplay plutôt d'esquive permanente et tout, donc c'est trop cool. Voilà. On va maintenant les amis rentrer dans le dur du Skaven, puisque on va présenter les fiches d'unité. On commence par tout seigneur, tout honneur, puisque en plus de ça, c'est une nouvelle figurine. Il est ouf. C'est Visik Skour. Il est à 450 points. C'est le prophète en lien direct avec le roi cornu. Il a le mot-clé maître de guerre, donc ça veut dire qu'il va avoir des buffs supplémentaires. Ça veut aussi dire qu'il doit être votre warlord si jamais c'est votre seul maître de guerre dans votre unité, et il est bien évidemment éligible aussi au moment où vous allez constituer vos différentes formations pour pouvoir faire le détachement spécifique Skaven Griffe, je sais pas comment c'est en français, bref vous avez compris, le détachement unique Skaven qui vous permettra de recruter certains personnages à l'intérieur de ce type de détachement sans avoir à prendre un détachement par personnage. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce gros bonhomme? Alors ce gros bonhomme, déjà c'est un personnage qui est un prêtre, donc c'est un prêtre qui est niveau 2, qui peut relancer ses tentatives de prière. Ça déjà dans la version c'est très fort. Ensuite on regarde son profil de combat pour voir à peu près son profil défensif. Il a une save à 5, c'est pas incroyable, protection à 5 comme tous les Vermin Lords. Il a un profil d'attaque qui est excessivement aléatoire, qui peut quasiment être un des meilleurs du jeu ou un des pires. C'est-à-dire qu'il a 6 attaques qui touchent à 4, crit mortal pour dégâts D6. Donc en fait pour chaque 6 vous mettez D6 BM, c'est extrêmement puissant. Ça détend. Ouais, vous pouvez vite. Mange une feuille. Ouais. Mais vous pouvez vite finir aussi, entre guillemets, à faire une pauvre BM dans un combat, ce qui est un peu triste. Autre chose, c'est qu'il a un rampage plus une aptitude de phase de combat. Les deux sont extrêmement puissants. Le premier, c'est vous prenez une unité, vous le mettez moins un hit, moins un bless sur un 2+, c'est très très fort. Et le deuxième, c'est vous mettez des dégâts à toutes les unités avec lesquelles vous êtes engagé. Donc en gros, il a deux trucs de début de phase de combat très puissants. Et il a accès aussi à la fameuse frénésie mortelle qui revient sous une autre forme, qui est une prière qui se passe à 8. Je rappelle qu'il est prêtre niveau 2.
et qui relance ses tentatives. Donc il peut dire j'incante une prière que je tente, je la stocke en relançant, et ma deuxième je tente mon truc. Et du coup avec les maths vous pouvez quasiment la passer à chaque tour. C'est un peu technique mais ça peut se faire. Et du coup ils ont refondu la frénésie mortelle pour qu'elle soit intelligente. C'est-à-dire que c'est un double frappe. C'est-à-dire que vous avez une double activation et la deuxième est en frappe en dernier comme toutes les doubles activations du jeu. Donc c'est plus taper en mourant, c'est pour ça que... Exactement. Ce qui avant était dégénéré ou créait beaucoup de frustration, vous ne pouvez rien faire contre. Là, en fait, vous le savez, maintenant c'est vraiment fort. Voilà. Donc c'est un personnage qui est, je dirais, potentiellement puissant et je le trouve peut-être un peu cher pour sa résistance. Même moi je le trouve cher alors que je l'affronterais. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis 450 points, 15 PV, même avec une protection à 5. Ouais. Bah vas-y, joue-le. Ouais, c'est ça. Mais par contre, attention parce qu'il peut retourner des games. C'est-à-dire que son rampage est extrêmement puissant. On peut pas l'équiper de choses, donc il est quand même unique, donc il a cette difficulté de pas pouvoir prendre nos super Arthos, genre des engages et tout, donc c'est pas pareil. Par contre, il pèse dans une game. C'est-à-dire que quand vous l'avez en face, vous dites ok, ça fait un trou dans la raquette du Skaven. Par contre, il a une sacrée boîte à outils, quoi. Parce qu'au close, il peut quand même immobiliser quelque chose, tanker un peu, et puis vous êtes au combat avec un mec qui met potentiellement des crits mortals D6, donc ça rigole pas, mais il a que de la reine -1 et tout, donc il peut même pédaler à sortir d'un cordon, quoi. Donc c'est un peu chaud, voilà. Mais c'est une bonne source de dégâts, bonne source de support. La double activation quand on joue des grosses unités qui peuvent potentiellement taper, c'est très puissant. Putain, il est en contact direct avec le roi cornu. Voilà. C'est le prophète direct du roi cornu. C'est son pote, c'est son télépathe, tout. Donc la figue est une figue de malade. Le gameplay associé est très très bon. Tout coche au vert. Peut-être un poil cher s'il descendait de peut-être 30-40 points. Peut-être qu'il deviendra extrêmement compétitif. En tout cas, je l'aime bien. Il est bien. On peut pas dire qu'il soit mal fait ou mauvais truc. Il a gros gameplay, grosse figue, donc on kiffe forcément. Ensuite les amis, on enchaîne avec Tankol qui lui est à 360 points, c'est aussi un maître de guerre. Ouais, peut-être le personnage le plus historique et le plus charismatique de tous les Skaven. C'est lui qui, à l'instar de quasiment toutes les grosses tentatives Skaven d'avoir dominé le monde, pour l'instant ils ont toutes ratées, surtout pour des causes de trahison, a priori. C'est jamais lié à la stratégie. C'est jamais lui, son plan était toujours parfait, voilà. Et si vous aimez bien, il y a des très gros romans sur Tankol qui sont ciblés sur lui, qui sont excessivement drôles parce que il est gavé. Alors il est drogué à Malpierre et en plus, voilà, ses tentatives échouent tout le temps et donc on attend toujours de savoir quand est-ce que ça va échouer et qui la trahit. Personnage qui est une pièce de support parfaite. Elle fait tir, close, bon sorcier. Bon profil de dégâts avec Bone Reaper, sa 17ème version de son rat de compagnie qui est quand même un peu burné. Donc la pièce de support par excellence, il fait tout à un coût qui est tout à fait raisonnable, 360 points. Il ne sera jamais décevant, donc c'est une très bonne pièce à mettre dans une armée. Si vous savez pas trop quoi faire, si vous n'avez pas envie d'avoir un truc rallié à un clan particulier, mais que vous voulez une pièce polyvalente qui fera toujours quelque chose dans une partie, Tankol c'est ce gars-là. C'est-à-dire que vous pouvez aller au close, ça se passera quand même un peu. Vous avez un peu peur, vous voulez rester un peu en arrière, il fait quand même de la magie du tir, donc c'est quand même bien. Donc il est trop cool à jouer. Et c'est un bon caster quand même qui a un bonus au cast, donc ça vous fait une puissance magique qui est quand même importante dans la version. Donc clairement on l'aime bien. Ensuite les amis, on reste chez les gros, on va parler justement des Verminarques. Ils sont au nombre de 4, ils ont chacun le mot-clé maître de guerre, donc ils devront être votre seigneur de guerre si jamais c'est les seuls de votre armée qui sont dotés de ces mots-clés là. Ils oscillent entre 340 et celui nommé qu'on a vu tout à l'heure, le nouveau, à 440. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu et dire justement dans quelle situation tu auras envie d'en avoir? Ouais, donc en gros ils sont tous affiliés à un genre de clan ou à une typologie de gameplay ou de style de jeu, clairement, et ils ont tous leurs particularités. Donc Screech c'est le Vermin King par excellence, donc c'est l'ancien avant qu'il y ait le nouveau nommé dont on a parlé. Lui, il est censé être un peu le maître de tous les clans et donc il a des capacités qu'il peut déclencher sur chaque type d'unité. Donc des Pestiliens, il peut booster du Screech, il peut booster du Moulder. Le gros problème de ce gars, c'est déjà il est extrêmement cher par rapport à ce qu'il fait, donc c'est 440. Et le deuxième problème, c'est que son effet, c'est une fois par bataille par type d'unité. Donc en fait, ses effets sont bons, mais c'est un énorme problème, c'est qu'en fait, il fait un tour d'efficacité sur un type d'unité. Donc il faut avoir tous les types dans son armée pour qu'en fait, tu puisses déclencher à chaque tour des bonus. Ça, plus le coup, clairement, je pense qu'il est impossible à jouer de manière efficace. Donc oui, il est très stylé, son fluff est sympa et tout, mais il est pas bon. Ensuite, par contre, entre les trois autres, il y a une super concurrence qui est hyper intéressante avec des gameplays qui n'ont rien à voir. Mon petit chouchou, je commence par lui, c'est le Deceiver. Donc lui, c'est celui du clan Eshin, c'est l'assassin. Globalement, c'est celui qui a le meilleur profil de combat, en tout cas dans ma version. Et il a une capacité qui est un genre de rampage, qui dit qu'en gros, au début de la phase de combat, vous jetez un dé, et sur un 4+, vous prenez un point à 13 pas, et il disparaît, et il réapparaît à ce point-là. Il peut être engagé avec une autre unité en mêlée.
Et globalement, comment est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu dans le gameplay où vous lui mettez en plus ce qu'on a vu, le trait qui lui permet de se désengager. Et donc en fait, au début de la phase de combat, ce gars-là, il dit je commence, 4+, je me téléporte à 13 pas, tu peux rien me faire. Et si j'ai raté, sur un 3+, je désengage. Donc c'est vraiment genre l'assassin énorme, avec un énorme profil de close, qui est impossible à saisir. Il a 8 patates qui touchent à 3, blesse à 2, perforation -3, ce qui est énorme dans le jeu, et dégâts 2. Et crit mortel. Et en plus, il a un tir qui est pas dégueulasse avec du crit blast auto, qu'il est vraiment super bon, et c'est un enfer de jouer contre. Et c'est un kiff à jouer, mais genre un truc de ouf. Quand vous commencez à enchaîner les 4+ à chaque phase de combat, vous avez un espèce de ninja qui fait 15 mètres de haut, qui fait des bonds comme ça en assassinant des trucs, et qui est impossible à saisir, c'est vraiment stylé. Deuxième sur la liste, je dirais le Corruptor, qui lui est un prêtre, qui permet quand même de fiabiliser les prières. Bon profil de close, un peu passe-partout, c'est celui qui est d'abord sorti avant qu'on voit le Desaver. Très très bien, peut pas décevoir. Franchement, il est un peu polyvalent. Et après, le petit chouchou peut-être qu'on peut avoir, c'est le Warp Seer, qui lui booste votre 3 coups de griffe d'avance. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un boost de mouvement sur le mouvement en face des roues adverses. Tant que vous n'avez pas lâché votre orbe. C'est excessivement puissant d'avoir des unités qui vont bouger majoritairement de 9 pas durant le tour adverse. Bah en fait, je vous fais pas de dessin, c'est vous avez une phase de mouvement ennemi supplémentaire durant le tour adverse. Ça vous donne des possibilités malades. C'est le seul qui est aussi niveau 2. Donc c'est une bonne pièce de support. Et il est pas très cher. C'est une autre source aussi de strike class, donc de frappe en dernier, mais c'est sur un 4+. Mais encore une fois, combiné avec un sort qui, je le rappelle, passe en illimité, il faut enculer. Excusez-moi les gars. Donc il est vraiment très très bon. Enfin franchement, donc les 3 sont jouables, ça c'est génial, en termes de rejouabilité c'est super. Et 3 avec un gameplay qui n'a rien à voir. Un qui est vraiment support, booste le mouvement durant le tour adverse, meilleur sorcier. Et 2 de combat, dont un qui est un espèce de ninja qui se téléporte partout. Voilà, vous avez compris ma préférence, mais les 3 sont bien. Plus le nouveau, on a vu, qui est un peu cher mais jouable aussi. Ça vous fait 4 énormes pièces à tester qui changent de gameplay à chaque fois que vous en sortez un. Il n'y a que Skrik alors qu'il n'est pas. Ouais, il n'y a que Skrik qui est vraiment très en dessous. On enchaîne ensuite, les amis, avec les profils de Prophète Gris. Il existe celui à pied à 120 points et celui sur cloche à 350 points. En gros, celui à pied, c'est un sorcier qui est franchement pas cher, parce que les sorciers de niveau 1 dans le jeu maintenant c'est à peu près le standard, c'est 120 points, sauf que lui il casse beaucoup mieux que les autres, parce que à votre tour seulement, donc pas en intervention magique durant le tour adverse, il peut jeter 3 dés. S'il fait 13 déjà ça peut pas être dissipé, toujours sympa, mais par contre il prend les 2 meilleurs dans ce résultat là, donc énorme fiabilisateur pour par exemple lancer votre cloche hurlante ou pour mettre un frappe en dernier durant le tour adverse et tout. C'est très puissant, c'est un très bon sorcier si vous avez besoin d'un petit ajout magique, ou par exemple dans une liste qui va jouer beaucoup de prêtres par exemple et qui a besoin juste de un sorcier pour lancer un sort à chaque tour, lui top 120 points, c'est pas cher. Et après vous avez la version sur cloche qui est un peu upgrade quand même, un peu plus cher, qui lui donne un meilleur, je dirais, capacité magique, parce qu'il passe niveau 2, il a un sort en plus de War Scroll à lui, donc c'est cool. Donc ça fait une bonne pièce si vous voulez un seul sorcier aussi, mais aussi en support d'un autre sorcier niveau 1 ou niveau 2. Par exemple, lui plus Tankol, bah vous avez 4 niveaux de sorcellerie sur la table, ça rigole pas. Et il a aussi un effet, c'est que quand on fait ding dong avec la cloche, l'effet que vous allez le plus souvent avoir, c'est une bulle de -1 hit autour de la cloche, ce qui, on dit -1 hit, j'ai un sort qui fait -1 blessé, en bulle aussi, on commence à comprendre un peu le gameplay qu'induit la cloche, c'est-à-dire un gameplay de masse ou d'unités qui vont être difficiles à sortir. Après c'est une pièce qui tombe bien, avec une sauvegarde à 4, une protection, voilà, il n'y a plus de trucs qui existent, je fais invoquer des Vermilords et tout ça, ça n'existe plus, ce qui était dégénéré n'existe plus, c'est vraiment une pièce de support, de malus, et donc on voit que on commence à dessiner un gameplay du -1 bless, -1 hit, et donc un type d'armée qui peut être aussi difficile à tuer, malgré qu'au départ on a des profils de défense qui sont pas incroyables. Ensuite les amis, on va passer de clan en clan. On commence par les chouchous de tout le monde, j'imagine, c'est les clans Skryr, c'est ceux qui aiment manger de la malpierre pour booster leur technologie. On commence par l'architechnomage qui est à 170 points et qui va avoir un nouveau gameplay, enfin en tout cas une nouvelle règle, qui est le fait que, en gros, de façon passive, il va être contremaître du concile mécanique, et au moment où une unité entièrement à 13 pouces de lui souhaite utiliser le tir de couverture, alors ça va coûter 0 point d'ordre. Ouais, on voit les petits changements par rapport entre guillemets à l'index. Avant c'était pas de malus à la touche sur les covering fire, sur les tirs de couverture. En fait du coup ils ont changé, ils ont dit bon ça c'est un peu trop fort, on va plutôt mettre le tir de couverture gratuit. Donc clairement vous le rentrez, je dirais dès que vous avez au moins 2 unités de tir dans votre armée, parce que ça vous fait des points de commandement économisés qui vous permettent du coup potentiellement de ramener des unités, parce que c'est une armée qui dépense des CP pour ramener des ressources. Il est très très bien, c'est un sorcier en plus, donc franchement tip top. Très bonne pièce dès que vous avez Siege Eye ou des Ratata qui doivent faire des tirs ou des trucs comme ça. Donc ouais, il est bien.
Ok, ensuite on a le galvanisateur, mais cette fois-ci technomage. Lui, il est à 140 points. Il va sur un 2+, à votre phase de tir, passer la caractéristique d'attaque d'une unité qu'on va voir après, qui sont les cingleurs de maltension, à 10. Et aussi, à n'importe quelle phase de tir, il peut infliger des petits dégâts mortels. Ouais, il est cool. Son truc pour booster le Tesla de son pote là, c'est rigolo. C'est une arme qui sera, on verra, mais c'est anti-cavalerie. Donc ça fait des gros trous dans la cavalerie quand vous êtes à 10 attaques, parce que c'est un nombre d'attaques au départ aléatoire, c'est 2d6. Donc non, il est bien. Maintenant, c'est vraiment dans un gameplay full Schreier avec les nouvelles figurines et tout. Gameplay très spécifique. Vous irez dans la sous-agence, vous aurez un buff de blessure, vous aurez ce gars qui fait habiller. J'ai une nouvelle question pour toi. Là, on vient de voir 2 petits persos qui ont des règles qui sont moyennes, mais qui n'ont pas la capacité de rentrer dans un détachement spécifique. Est-ce que tu as envie d'augmenter ton nombre de pauses pour ces 2 mecs ? Parce que c'est ça aujourd'hui, si tu veux, le débat aussi qu'on a quand on fait nos listes d'armées. Si tu joues Schreier, je pense que oui. Et Skaven n'est pas une armée qui est extrêmement sensible au double tour ou au choix de l'initiative. Elle joue beaucoup pendant le tour adverse. Elle se déplace beaucoup, elle se téléporte, elle a des très bons sorts à lancer pendant le tour adverse, donc ça ne la dérange pas de jouer en deuxième. Et je pense qu'elle favorisera, et c'est une armée, on verra, il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de possibilités. Donc en fait, si on commence en plus à essayer de trickser dans la construction de la liste et des personnages, je pense qu'on s'en sort pas. Donc on va plutôt être très libre en construction, et on verra si le nombre de pauses est élevé ou pas. On enchaîne ensuite avec une unité de type infanterie, faut le voir pour le croire, avec les colosses de choc, les Stormfiends en anglais. Eux, ils sont multi-clans puisqu'ils ont le mot-clé Skryr et Moulder. Ils sont un petit peu chers puisqu'ils sont à 260 points les 3, donc 540 points les 6. Ils vont surtout avoir déjà pas mal d'armes possibles, mais surtout une aptitude qui s'appelle tunnelier à point concasseur. À la fin de n'importe quelle phase de mouvement, vous allez pouvoir, donc amis et ennemis, vous allez pouvoir, si celle-ci n'était pas sur le champ de bataille, tout simplement la faire arriver à 9 pouces de toute unité ennemie. Bon, c'est une dinguerie, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que vous avez cette unité, donc c'est des gros rats boostés aux stéroïdes avec différentes armes, donc il faut au moins prendre l'arme pour pouvoir être mis en frappe en profondeur. Ils tapent fort au close. Au départ, c'était une unité qui était plutôt destinée au tir, et en fait, ils se sont rendus compte avec l'index, les boosts et tout, si vous jouez le clan Moulder et eux, vous commencez à avoir des unités qui rigolent pas trop, avec plus d'une attaque, et si vous mettez une Ward A5 sur des gars à 6 PV tête, save à 4 Ward A5, en fait, là, vous les tuez plus. Donc on a vu des armées même sortir avec 2x6, ou 2 unités de 3, ou 3 et 6 et tout. Si on prend cette unité-là, on se dit, vous avez une marée de rats devant vous, qui bouge durant vos tours pour les unités d'infanterie, une unité qui peut venir pendant votre phase de mouvement en téléportation, donc du coup qui peut tenter une contre-charge potentiellement à 9 là-dessus. Les trous de vermine qui téléportent, des sorts de téléportation, des trucs qui désengagent des machins. On voit tout de suite l'armée, eux pour moi, dans toutes les listes, vous devez au moins en mettre 3, juste pour le côté de je peux faire pendant ton tour adverse, c'est entre guillemets une des seules occurrences de tout le jeu à pouvoir faire ça, qui n'est pas un sort. C'est infernal dès qu'on joue un petit peu d'élite, qu'on sait que le mec il va pouvoir faible dans d'autres fions, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette plus de dispositifs pour protéger l'objectif qui est souvent dans notre territoire, blablabla. C'est chiant quoi. Pour 260 points, c'est vrai que c'est quand même bien. C'est magnifique, et en plus il rentre dans 2 sous-allégeances, donc quelle que soit la sous-allégeance, on se dit en fait c'est buffé, il y a que dans Pestilien que ça le sera pas, mais même dans les armées Pestilien, personnellement moi j'en joue 3 direct, juste pour la fiabilité du gameplay, et en plus c'est de l'infanterie, donc eux ils bougent aussi pendant la phase d'héros adverse, donc on peut aussi je fais pendant mon tour, à ta phase d'héros je vais bouger, et je peux contester un objectif, je peux contrecharger. Eux avec la contrecharge dans la version sont vraiment exceptionnels, sachant qu'ils ont aussi des armes de tir, ils ont un lance-flamme qui est pas mauvais, donc même je fais pendant ton tour et je covering fire aussi dans ton tour, bah franchement ouais, donc moi je les adore, c'est mes petits chouchous peut-être du bouquin, après le Desaver, parce que vous avez compris que c'était mon préféré. On enchaîne ensuite les amis avec le saboteur technomage, il vaut 120 points, et il a bien évidemment le mot-clé Skryr. Il va avoir 2 règles. La première, c'est charge explosive, puisqu'il va avoir +1 pour toucher dès qu'il cible une unité qui a plus de 10 figurines. Il a 2 tirs qui font des 6 dégâts, qui normalement touchent à 4. Et ensuite, il va avoir plus d'explosion, puisque sur 2+, il peut changer les dégâts de la fusée funeste en D3+3. Ouais, bah c'est un anti-masse, donc comme il vise pas très bien, ou que ses explosifs sont pas super fiables, ça va mieux quand il y a plus de monde sur la table, c'est cool. Voilà. Bon, personnellement, je le vois, c'est vraiment un Skaven fun, parce que si vous tombez sur un mec qui a pas de 10 figurines ou plus, il est pas incroyable. Voilà. Mais c'est rigolo, vous mettez des gros coups de roquette dans des trucs et vous pouvez tuer 20 figurines d'un coup. Encore une fois, peut-être une petite déception par rapport à la modification des règles d'une figurine que beaucoup de joueurs Skaven avaient avant, puisqu'en fait, c'est celui qui permettait de booster les canons à Malpierre. Et maintenant, il boostera lui-même. Non mais... jouez-le comme à la limite l'ingénieur technomage dont on va parler juste après, mais même s'il était présent dans la boîte Scaventide. Ouais. À voir, lui, il est à 140 points et c'est un sniper. Ouais, c'est un sniper qui aide les autres snipers. Lui a un profil plutôt correct, il peut passer ses dégâts de son mousquet en flat 3, donc c'est plutôt très bon. Là où il est fort avec les Jedi, c'est que du coup vous allez pouvoir choisir un héros que vous voyez et lui enlever la règle
et regarder et donc fiabiliser votre Jedi qui vont ensuite pouvoir le sniper allègrement. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on sait qu'on a des patrons de table Game Workshop qui vont nous permettre de mettre des héros à l'abri dans des couverts ou dans des trucs, et donc du coup quand même nous protéger parce que ça n'enlèvera pas cette règle là. Donc, et la portée de Jedi on va voir a été revue et contrôlée, et leurs dégâts aussi, ce qui nous permet quand même de... C'est très fort, mais ça sera pas dégénéré ni trop frustrant pour nos adversaires d'avoir une équipe de snipers en train d'abattre les personnages. Yes, d'ailleurs tu parlais de machine de guerre, on va donc parler du canon à malfoudre. Il est à 160 points. Ouais, 160 points, toujours une machine à faire des mortels, mais excessivement aléatoire. Si on a un Hero Scryer à côté, on peut booster mais se prendre des dégâts en retour. C'est extrêmement menaçant, ça peut faire tout ou rien. C'est clairement technologie Skaven, la technologie Skaven absolue. Oui, il y a des parties ça va vous frustrer, oui, il y a des parties vous allez rien faire, il va juste mourir en explosant. Bon, c'est très rigolo, on adore, c'est vraiment dans le fleuve des Skaven, il a toujours été là, il sera toujours là. Maintenant, il n'est pas assez puissant pour que demain on ait envie de jouer que ça et que ça fasse tout le sel de Warhammer, etc. Donc c'est bien sous contrôle. Yes, ensuite unité qui en tout cas avait fait dégénérer le tir dans Age of Sigmar, hein, dans les dernières éditions, c'est les Globadiers. Donc là on va présenter les acolytes Globadiers. On est à 130 points les 5, 260 points les 10, et le kit a été refait. Ouais, un vieux kit, hein. Celui-là il était bien vieux, je sais pas de quelle édition, mais un bon V5 ou V4 de Warhammer Battle. Il a été refait, les figurines sont magnifiques. Ils ont pas changé les règles, je pensais que pour le coup c'était une unité que j'avais mis un peu à la poubelle à l'index. Bah je pense que malheureusement elle va pas rester très loin. C'est du très bon tir, avec potentiellement pas mal de dégâts, mais très très courte portée. Donc c'est portée 10. On n'a pas de course et tir ou truc comme ça. Donc en fait, on tire, mais après on meurt, hein. Ça c'est sûr et certain. Alors oui, on peut se barrer durant la phase des héros adverses, mais on se barra pas très loin non plus. Donc c'est du bon tir d'appoint, sûrement beaucoup trop cher pour 5 figurines Skaven. Alors oui, ils ont 2 PV chacun, mais ils ont une save à 600. Donc ça fait cher le point de vie pour des tirs très courtes. J'aurais plus mis ça peut-être un peu moins cher et avec des tirs peut-être un peu moins puissants. Ils ont tir en mêlée, mais comme tu l'as dit, ils vont mourir derrière. Maintenant, c'est l'unité Glass Cannon par définition, parce que c'est du Skaven qui touche à 3, blesse à 3, perforation -1, mais -2 sur l'infanterie, dégâts des 3. C'est ça. Maintenant, ils peuvent rester cachés parce qu'ils fonctionnent un peu comme une équipe d'armes. Le gameplay qu'on avait pu voir avec les petites équipes d'armes que vous allez avoir. Moi, je pense pas que ça passera. Après, peut-être que l'avenir me dira le contraire, mais sur le papier comme ça, c'est pas une idée qui donne envie, un peu trop fragile. Par contre, le gameplay doit être sympa. C'est marrant, t'as parlé d'équipe d'armes, c'est un mot-clé maintenant, puisque vous allez pouvoir avoir le canon Ratling, le lance-feu, le cingleur à mal tension et la foreuse à mal pierre. Ouais, bah c'est des unités qui sont cool. Pour l'instant, je pense un peu trop cher. Et après, il faut faire attention à leur costing parce que ça fait quand même des dégâts. Donc, vous ne pouvez pas trop les baisser en points. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y a un garde-fou sur les points pour Game Workshop qui s'est dit on va pas faire de bêtises, on va pas mettre ça à 70 points et on va en voir pulluler partout. On va pouvoir, ce qui est intéressant pour les Lordscans, on va pouvoir les jouer parce qu'ils sont protégés par leurs règles entre guillemets d'équipe d'armes, qui fait que quand on est à côté d'une unité d'infanterie qui n'est pas au corps à corps, en fait on est camouflé au sein de l'équipe, et puis d'un seul coup il faut imaginer il y a des rats qui s'écartent et là il y a une espèce de rotatif qui sort et un lance-flamme. Tu me l'as vendu de ouf. Mais c'est ça le gameplay. En fait, il y a des rats, ils se baladent, ils ont l'air tout inoffensifs, un peu craintifs, et des muscles de peur et tout. Mais d'un seul coup, vous êtes là et puis il y a un lance-flamme qui arrive et ils commencent tous à ricaner dans un nuage de malpierre. C'est très drôle à jouer et ça fait des scènes qui peuvent être vraiment rigolotes, genre surprise. Voilà, c'est très cool. Donc il faut les voir toutes comme ça. Vous avez celle qui est fiabilisée par le personnage qu'on a vu tout à l'heure, qui est globalement anti-cavalerie. Donc vous avez de l'anti-cavalerie, de l'anti-masse avec la Ratling et le lance-flamme et tout, qui ont différentes valeurs de touche, de bless et tout. Franchement, si vous avez les filles que vous voulez vous faire kiffer, c'est jouable, c'est utilisable. Ça fera pas des étincelles, mais une partie tous les 50, ça va faire un coup d'éclat en mettant beaucoup trop de blessures, en tuant une figurine qu'il fallait pas. Et puis quand vous faites terminer par une Ratling, vous tuez un démon majeur ou un truc comme ça, c'est méga stylé. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux machines de guerre. On va repasser aux machines de guerre. Là, on va parler, pareil, d'une unité iconique Skaven. J'ai moins la refonte que les anciennes, mais en tout cas, c'est la roue infernale. Elle est à 140 points. Ouais, elle est pas chère, mais en fait, elle fait quasiment rien. Son gameplay est malheureusement un peu mal écrit. Je trouve que les équipes d'armes sont plus convaincantes qu'elle. Elle est trop chère pour ce qu'elle fait clairement en termes de dommages. Et on ressent pas trop la folie dans son truc, parce que c'est quand même un rat qui appuie sur des boutons, qui pousse des manettes et qui est dans une roue qui tourne. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel comme idée de faire la guerre, quoi. Non, elle est très fun. La figurine est exceptionnelle. Elle a traversé les âges depuis la V7 de Warhammer. Voilà, on l'adore, mais je pense pas qu'elle sera convaincante sur le champ de bataille. Et la ratasphère ?
Là, alors, De quoi on parle, mec? Putain, ouais, c'est chelou. la rate à sphère, par contre, attention, petite blagounette, parce que ça met des sacrés parpaings quand ça charge. Et en fait, il y en a deux. C'est la seule équipe d'armes qui est par deux, en fait, donc vous en avez deux. Et quand ça charge, ça met 4 d6 patates qui défoncent l'infanterie, mais assez fort. Juste, faut noter donc qu'en fait, vous avez 4 points de vie sauvegarde à 4, 2 pour 130 points, et que vous bougez de 2d6 plus 3. C'est donc en fait une équipe de machines de guerre. Ouais, c'est une équipe de machines de Ils guerre. font la course. Ouais, et je pense que celle-là, elle fait pas rigoler. Donc je pense que la petite surprise peut venir de cette équipe d'armes, enfin de cette machine de guerre-là. Parce qu'en charge, ça peut arracher des pâtés. En gros, je vous la fais courte, mais pour 130 points, vous allez faire 4 des 6 attaques qui vont toucher à 3, blesser à 3, qui vont être perforation -1, mais -2 sur l'infanterie, et dégâts 1, mais dégâts 2 quand on charge. Ouais. Donc 4 des 6 attaques, la moyenne est à 14. On donne un plus un in. Et ce qui est bien, ça tombe bien, mais avec la charge, vous avez 4 des 6 pas de mouvement pour charger. Donc c'est pas mal. Hein. Ouais, donc, et puis. Ouais, c'est puissant. Enfin, mais c'est très de la canon, quoi. Vous avez 4 P, ça va 4, vous allez mourir, mais. Votre adversaire il peut pas vous regarder en disant c'est complètement nul. Non, ça met des petites tartines, c'est vraiment cool. Et même quand on n'est pas de l'infanterie, c'est quand même dégâts 2. 4 des 6 attaques, dégâts 2, en fait c'est plus fort que pas mal d'unités dans le bouquin. Donc moi je les aime bien. Je pense qu'une équipe à 130 points, t'en mets une petite équipe et un peu cachée en seconde vague qui vient pulvériser quand t'es engagé. Et ça crée le différentiel en fait dans le combat entre la masse et l'élite adverse. Ça peut créer ce côté un peu là t'as pris trop de morts, donc maintenant tu passeras plus jamais à ma masse. Et voilà, j'aime bien. Yes, et moi ce que j'aime, si tu veux, c'est que tout n'est pas optimisation. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu prends pas l'unité la plus pétée et tu la spams et ainsi de suite. Tu peux avoir des petites unités en électron libre à 130 points comme ça. Tu peux faire des listes White Dwarf qui fonctionnent parce que quand tu l'as faite, tu l'as harmonisée ou en tout cas tu l'as rendue équilibrée par rapport au gameplay que tu voulais déployer. Et donc c'est jouable. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est stylé parce que c'est ce qu'on attend du Skaven. En fait. Exactement. Et puis tu peux, comme tu dis, tu peux pas spammer ça parce qu'en fait c'est pas fiable dans le mouvement, c'est pas fiable dans les dégâts. Tu souffles dessus, ça meurt. Ça bénéficie pas de 1000 tris au sein du bouquin, donc ça va en fait. Ensuite, on a le mal éclateur, la Ratling, qui était présente aussi dans la boîte de Scaventide. Elle a 180 points, donc pas de changement de ce côté-là. Ça fait, on le rappelle, 3d6 tirs plus 3 à 20 pouces, qui touche à 4, qui blesse à 3, perforation -1, dégâts 1, mais qui a la règle crit, blesse auto. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, au lieu de faire 3d6, faire 6d6 plus 3. Mais par contre, à chaque jet de touche de 1, vous prendrez une mortelle. Et attention, vous ne donnez que 7 points de vie. Ouais. Après, on a le ralliement qui fonctionne maintenant sur ces unités-là. Donc, en fait, finalement, on arrive facilement à survivre, même en faisant des tirs un peu vénères. Bon, faut voir, c'est un rat qui tourne une manivelle qui déclenche une Ratling géante. La portée est bonne. Je le vois très bien avec le Warlock qui nous permet quand même de faire des covering fire gratuitement. Parce qu'en fait, comme on a de la crit bless auto sur cette arme-là, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, je touche à 5, moi, j'en ai rien à carrer. Tout ce que je veux, c'est. Ça tourne et puis je fais des 6. Et c'est rigolo. Donc, c'est une bonne pièce. On les jouera pas en plusieurs parce que ça n'a pas shooting combat. Mais par contre, je pense peut-être avec par exemple 6 Jedi et un Arch Warlock, ça fait une bonne petite base de clan Skrir qui est pas négligeable et c'est pas dégénéré. Donc je la trouve bien. C'est une bonne pièce de support de tir. Voilà, elle est bien. Avec des covering fire gratuits, ça tire 2 fois par tour. C'est vraiment tout à fait correct. Voilà. Pour finir avec le clan Skrir, il nous reste à voir les Jedi, figurine, en tout cas unité iconique de Warhammer Battle, qui a eu une refonte là de sa figurine, qui était présente dans la boîte de Scaventide, qui pouvait être un petit peu à frustration, parce que quand on a des gros tirs, qui sont des gars 2, qui peuvent potentiellement passer de blessure 3 à 2+, et qui peuvent passer juste avec une sous-allégeance, perforation -2 à -3, c'est moteur de frustration. Ouais. Derrière, Game Workshop sait que le tir peut être problématique dans le jeu, donc il leur donne un coup en points qui est quand même clairement important. Là, on est à 150 points les 3, 300 points les 6, pour finalement 12 tirs. Qu'est-ce que tu penses de cette unité? Est-ce qu'elle a un petit peu changé? Elle a changé, donc comme quoi l'index et les premiers retours ont eu du bon, ou en tout cas Game Workshop savait qu'ils allaient en faire quelque chose de différent. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, quand vous bougiez pas, donc quand vous étiez pas setup avec les gnolls ou en téléportation ou quoi que ce soit, vous aviez +1 à la touche. Bon, en fait, c'était beaucoup trop fort, sachant qu'ils avaient une super portée, ils avaient 24 de portée plus ça faisait une combinaison des deux qui était beaucoup trop fort. Maintenant, Game Workshop a dit, déjà ton fusil c'est 18, donc en fait, on rentre déjà dans le rang de tous les grands tireurs du jeu, c'est-à-dire Kurnote de tir, Raptor, Long Strike, etc. On est à 18 quand on tire loin dans le jeu, c'est comme ça. Et si on bouge pas, en fait maintenant c'est +6 en portée. Donc en fait vous êtes un fusil de sniper qui récupère une super portée si vous ne bougez pas ou si vous n'avez pas été setup dans le tour. Ce qui est très bien, ça leur donnera peut-être envie de bouger maintenant. Voilà, donc du coup maintenant on a plus envie de bouger, alors qu'avant on essayait de rester statique. Intéressant, c'est que c'est une unité qui joue beaucoup sur le mouvement en face des héros ennemis pour soit se protéger, soit gagner en portée pour aller chercher des Covering Fire, des choses comme ça. Contrat pour ayant bougé, mais du coup vous pouvez vous positionner pendant le tour adverse pour vous ne pas bouger durant votre tour. Très cool.
avant c'était une unité qu'on voyait même dans tous les clans, même par 6 ou par 2x6, même hors clan Scryer, c'est assez ouf, parce que c'était trop fort. Là je pense qu'ils vont rentrer dans des compos Scryer classiques, et c'est tout. Parce qu'ils sont bien costés, bien gérés, la raid est bonne, le profil est bien. Avec un Arc Warlock, on peut faire des Covering Fire gratuitement, etc. Mais on va toucher à 5 avec du crit auto wound, donc c'est bien. Ils sont bien. Voilà, c'est une très bonne unité de tir lourd, quand la Ratata est plutôt une unité d'anti-masse puissante. Donc vous avez en clan Scryer l'anti-lourd ou personnage avec ce gars-là. Et sinon vous avez vos petites équipes de Ratata qui peuvent tirer. A noter qu'ils sont particulièrement importants en Scryer, parce que c'est comme des tireurs qui reviennent à la vie quand vous vous faites attraper et vous faites un peu tabasser. Et donc vous pouvez les jouer pour un PC ou des Arnami, effectivement. Vous pouvez les mettre de manière un peu agressive, c'est-à-dire c'est une unité que moi j'ai beaucoup vu jouer à un moment je les téléporte, je sais que je vais mourir au tour d'après, mais je mets une grosse salve dans un personnage ou un truc comme ça. Ensuite je les perds et puis j'en fais revenir 3, etc. Donc excellente unité qu'on verra dans les compos, je pense Scryer, et peut-être 6 en soutien d'autres unités d'armée. On change de clan, les amis, et on va vers les pesteux, ceux qu'on n'aime pas, le clan Pestilence. On commence par le prêtre de la peste sur Creuset de la peste. C'est donc celui qui est sur la cloche. C'est la deuxième façon de mettre justement la cloche de l'apocalypse. Et lui est à 340 points. Ouais, donc un nouveau prêtre, et du coup une nouvelle pièce de support, un peu comme la cloche, mais version pestilent. Lui, son effet... Déjà, j'aime bien parce que c'est un effet qui ne dépend pas d'un jet de dés, c'est en fait, il va diminuer la protection à 6 pas autour de lui de 1 de vos adversaires. Donc, déjà, les armées de la mort, pouf, plus de protection. Nurgle, ça passe de 5 à 6 et tout. Donc, vraiment pas mal comme effet. Il tape plutôt correctement. Plus c'est un prêtre, on a vu qu'on a des excellentes prières. Et du coup, on voit qu'on peut avoir plusieurs prêtres dans l'armée. C'est une armée qui peut commencer à jeter 3-4 tentatives de prière par tour. Donc, en plus, on en a une illimitée, donc c'est très bon pour pouvoir stacker nos points. Donc, vraiment très bien. Bonne pièce de support qui peut rentrer dans des armées soit full pestilent mais aussi à côté, parce que c'est une bonne pièce tanking, elle tape un peu et en plus elle met un debuff adverse. Voilà, c'est juste que le debuff sera complètement inutile s'il n'y a pas de protection en face. Donc, mais on voit que maintenant il y a de plus en plus de protection même sur des persos dans des armées qui n'en avaient pas avant, donc clairement c'est très utile. Yes, il y a aussi une version à pied donc d'un prêtre de la peste, sauf qu'il fait partie d'une unité, il a donc pas le mot-clé héros, c'est la meute de la peste, c'est donc une nouvelle entrée qui est à 140 points les 5 modèles. Ouais, donc nouvelle entrée, heureusement, on avait pensé que Game Shop avait oublié dans l'index qu'on avait des prêtres à pied, parce que sinon l'armée t'étais obligé de prendre des trucs à 400 points pour pouvoir faire de la prière, c'est quand même un peu triste. Là t'as un plague pack qui est exceptionnel, qui est vraiment très bon, pourquoi ? Parce que t'as déjà plusieurs figurines, donc c'est bien, ça te fait un peu un genre de cordon et tout, qui lance des prières. Ok, bon, on a vu qu'on a des bonnes prières. Qui a un fiabilisateur pour ses prières avec un petit rat qu'en gros on peut sacrifier. C'est gameplay Skyrim. J'ai un rat, je le sacrifie pour fiabiliser mes prières. Donc franchement, l'unité elle coche toutes les cases. Son coût en points est raisonnable. Prêtre, pas mal de PV. Ça tape un peu au close. Je fiabilise ma prière. En fait, c'est magnifique. Je le rentre dans toutes mes petites listes. Et du coup, on se dit, quelqu'un qui par exemple ne veut pas jouer de clan pestilien full prière ou full magie, mais en fait, vous voyez, prenez un prophète gris 120, vous pouvez lancer la cloche qui est le sort le plus utile, et un prêtre qui est une unité pour lancer vos prières, et en fait, au minimum pour 260 points, vous lancez une prière, un sort par tour, et après vous pouvez vous gaver en mettant plein d'unités différentes et tout. Donc, Yes, qu'est-ce que tu penses ensuite de la machine de guerre pestilence, c'est-à-dire la catapulte de la peste à 170 points? Ouais, beaucoup trop cher. Quand tu la mets en opposition, ne serait-ce qu'avec le canon qu'on a vu tout à l'heure, à 180, même un standalone, quand tu t'en fiches un peu des mots-clés mais que tu cherches pas de synergie, on se pose la question, quoi. Ouais, et puis j'ai toujours eu un problème avec la catapulte à la peste, c'est quand même le clan pestilien, c'est un clan de corps à corps au départ. Alors ok, là vous balancez de la maladie à distance, c'est aussi rigolo. Qui donne du frappe en dernier quand même, c'est de la maladie qui est énervée, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ils ont associé tous les gameplays des catapultes du jeu maintenant, mettre quasiment des strike last ou des malus à la touche et tout, donc c'est bien, c'est dans le jeu maintenant c'est un peu cohérent. Maintenant, le bouquin est tellement riche que vous n'avez pas vraiment envie de mettre une catapulte, surtout quand vous jouez par exemple full pest. Même en full pest, moi je préfère remettre des rats qui vont fousser sur l'adversaire complètement toxicaux et qui vont leur mettre de la maladie en leur tapant dessus ou en les mordant, plutôt qu'en jetant de la maladie à portée. C'est un style, c'est mon point de vue sur le clan pestilien. Donc je préfère plus les unités de corps à corps. Yes, d'ailleurs on va passer au moine de la peste. On est sur une des unités les moins chères en points du jeu, puisque on est à 140 les 20. Ouais, on est à 140 les 20 pour des unités qui font de la saturation, qui peuvent faire des BM quand ils meurent. Ils crachent et puis ils sont malades, donc ils explosent dans des bubons. Peut-être la meilleure unité pour constituer même pas forcément un swarm, mais une base de prise d'objectif, parce que ça fait quand même, ils ont des petites bannières et tout, ça compte pour 21 quand vous en mettez sur les objectifs. Ça tape, comme je l'ai dit, petite saturation, petit à petit. Quand on les passe en crit mortel ou des trucs comme ça, ça commence à cogner très fort. Et puis ça met un peu de BM, donc
Pour l'instant, c'est entre ça et les gars des clans, il y a soit un mix, soit que eux, clairement. Et puis eux vont prendre la sous-agence Pestilienne pour aller faire des pilines et rajouter de la BM. Faut comprendre que c'est peut-être chiant d'en acheter 20, 40, 60 et de les peindre. Mais en fait, vous allez juste arriver à un problème, c'est que votre adversaire n'a pas assez de balles ou de masse pour pouvoir en fait gérer ce genre de pack. En fait, faut comprendre que vous mettez un -1 pour toucher sur ce genre de pack. Et ben en fait, mathématiquement, à 140 points, le mec doit mettre 500 points pour les sortir, ce qui est complètement con. Et voilà, c'est juste un style qui fonctionne toujours. C'est la stabilité en fait du point de vie pas cher. Ouais. Et après, il y a le côté, c'est que je pense que avant on les voyait beaucoup parce que le Pestilien était, dans l'index, beaucoup trop fort. Maintenant, je pense qu'on va les jouer que si on joue Pestilien, parce que pour le coup, les gars des clans, vous allez voir, sont une concurrence qui rigole zéro, parce que on va préférer eux, parce qu'en fait, on rajoute l'armure sur le côté rat des clans qui pour 10 points de plus. Bah ouais, j'ai une sève à 5, et la sève à 5, quand on met des malus, et ben en fait ça change absolument tout le jeu. Les amis, on passe de Pestilence à Verminus et on passe sur le chouchou absolu, Kritok Full Blade. C'est donc la nouvelle figurine qui est arrivée. Vous êtes sur un rat samouraï, je sais pas, en tout cas il est ultra stylé, il est à 220 points. Est-ce qu'il est cool ? Il est cool, moi il me fait beaucoup penser à Quick Coup de Tête, qui était l'ancienne figurine du rat qui s'est lancé, qui collectionnait les crânes de ses ennemis et tout. Il est un peu comme ça. Il a déjà. Donc, Attention surpoids, il a un petit bidou. Il a un petit bidou, il mange bien. Attention, il faut savoir que les petits bidous chez Skaven, c'est signe de richesse. Je rentrerai pas dans ce débat avec toi, Titi. Voilà. Donc c'est un personnage qui il est un peu cher peut-être pour un perso à pied, mais il est blindé de règles qui sont quand même assez sympas. La première, c'est que déjà, il a une possibilité de frappe en premier. Donc il a un profil qui se défend quand même, donc on peut pas l'assassiner comme ça. Pour continuer, il a, pour un CP, 2 coups de griffe d'avance dans le tour. Là c'est... En fait, est-ce que ça le rend pas auto-include, juste parce que se dire que j'ai 2 unités qui vont bouger à ta phase de mouvement, c'est juste trop fort. C'est très fort, mais je suis pas sûr que ça soit auto-include. Mais par contre, c'est un vrai gameplay que tu peux faire avec lui. Moi, je le couplerai bien. Je pense que j'ai envie d'essayer un lui plus le Warp Seer qui booste ton mouvement de coup de cri d'avance, machin. Bon, là, c'est nœud au cerveau en défense et en attaque. Hein. C'est l'enfer. Et c'est un kiff total. Et derrière, en plus, il buff énormément les dégâts, entre guillemets, des vermines de choc autour de lui. Globalement, les vermines de choc, là, vous mettez ça, le breuvage, le truc, vous rasez n'importe quoi dans le jeu, en toute détente, avec des bourres armurés. Bref, il est exceptionnel dans le Verminus. Donc je pense que lui, il ouvre peut-être le fait que ce que j'ai dit que c'est Verminus était un peu en dessous. Je pense que Verminus plus lui, en fait là c'est une sous-agence qui rigole pas du tout. Je verrais bien lui, je pense, je vous dis comme ça, c'est vraiment sur le fait, mais lui, cloche, Warp Seer, excuse-moi, et de la masse. Et face à 3 brutes, il y va. T'as vu la photo ? T'as vu les photos ? Ça c'est un samedi soir mon gars. Ça c'est à 2h à Gare du Nord. Et il y a 3 brutes en face, il y va avec son petit bidou. Alors le 1-1 Gare du Nord contre 3 brutes, personnellement je le ferais pas. À Gare du Nord et dans le jeu. On enchaîne avec les personnages Verminus, avec le Griffard et le Griffard sur Rongebête qu'on avait vu apparaître dans la boîte de Scaventide. On est à 100 points à pied, 160 points montés, et là pour le coup il n'a pas changé puisqu'il tape toujours plus fort quand il est blessé, et il a aussi un petit bonus pour augmenter le score de contrôle d'une unité à sa phase de héros. Ouais, c'est pas des mauvais persos. Le problème, c'est que je pense qu'ils ont trop de concurrence dans le livre, clairement. On voit le personnage d'avant, quand on veut jouer Verminus, on va forcément les mettre. Eux sont affiliés au clan Verminus, mais en fait, on va les pas. Enfin, pour moi, dès que vous faites une liste qui veut pas se voir un peu compétitive, mais où vous voulez rentrer des pièces un peu stylées et tout, en fait, ils passent pas trop le gap. Je vais quand même m'attarder sur celui qui est monté, parce qu'il est quand même dans la boîte de base, et donc c'est une pièce intéressante. Ça fait un très bon porteur d'artefacts et de synergie. Les synergies sont simples, vous boostez l'OC, vous lui mettez des trucs pour s'enfuir ou pour baisser l'armure. Ça synergise très bien pour commencer, et je pense que dès que vous aurez les moyens, vous aurez envie, vous achèterez un Vermin Lord ou une autre pièce, ou un Tankol ou un truc comme ça, et ça il prendra la place de ce truc là pour porter vos artefacts, etc. Parce que c'est plus justif à jouer, plus de, je dirais, personnalisation et d'impact sur le champ de bataille pour un mec qui porte artefacts et tradco, que ces petits gars là qui sont des généraux un peu, je dirais, pas de bas étage, mais c'est un peu le premier niveau de chef, et on se dit moi j'ai envie d'avoir un général, c'est genre le badass du coin, quoi. Voilà. Yes, on va maintenant passer au niveau de leur troupaille, puisqu'on va avoir d'un côté les rats des clans qui sont à 150 points les 20, on a vu tout à l'heure ceux de la peste qui étaient à 140 les 20, et on peut aussi parler en même temps, même si c'est pas la même unité, puisque pour le coup on va sur de l'élite même d'attrition, avec les vermines de choc, où là on est à 140 points les 10. Ouais. Donc vous avez l'autre occurrence de masse dans votre armée, que sont les rats des clans, qui sont en direct concurrent, comme je l'ai dit, on va dire, ils vont être le cœur de toutes les armées Skaven, à part en Pestilien.
pour moi, Scryer, Moulder et tout, vous les jouez parce que ça vous fait du monde pour prendre les objectifs, pour temporiser l'adversaire le temps que peut-être vos troupes d'élite arrivent. Et en plus, ils sont difficiles à sortir parce qu'on a vu moins un hit potentiel, moins un bless potentiel, une sauvegarde à 5, des prières qui vous boostent peut-être votre armure. T'en ramènes des 3. T'en ramènes des 3 à chaque tour. Donc t'as une bannière, un musicien dont tu te rallies à 7D. Donc ça remonte, c'est lourd, c'est machin. Et puis tu peux en avoir 3 fois 20, ça vaut rien. 450, ça repop, c'est de l'infanterie, clac, j'en ramène 10, hop hop hop, et puis je bouge à ton tour, je capture des objectifs et tout. Très très bon. Voilà, donc c'est l'ossature dans pour toutes 450 points, avoir 60 PV, sauvegarde à 5, encore une fois, il y a juste des armées qui n'ont pas assez de balles. Hein. Ouais, bah surtout avec les malus. Voilà, donc il faut arriver à avoir pouvoir se débarrasser des malus pour pouvoir les passer ensuite. Vous pouvez aussi les augmenter, c'est une unité que personnellement j'ai affronté par exemple en renforcé par 40. C'est très long à tuer. Et vous pouvez ne pas vous en sortir. Voilà. Et en plus ça grignote, hein. Ça met des petits look, ça a du petit bless auto et tout. Donc vraiment pas mal. Et vermine de choc, c'est une force d'élite, il faut les synergiser. Par 10, pour moi, ça sert à rien. Si vous les prenez, c'est un marteau de 20 ou 2 marteaux de 20 dans l'armée. Et vous jouez Verminus, vous jouez le personnage qui les buff, etc. Et c'est, je tente lui peut-être avec des gars des clans. Tu prends une contre-charge de vermine, je t'extermine. Et pour toi, le fait d'avoir 2 packs de 20 plus le perso qu'on a vu tout à l'heure à 220 points, tu dois être aux alentours de 800 points. Ouais. C'est acceptable. Bah ouais, parce que t'as 800 points, mais tes packs de vermine vraiment rasent n'importe quoi quand ils vont charger. Donc c'est pas des semi-marteaux, c'est des marteaux qui sont ultra fiables, vont très bien taper, etc. Après, tu peux penser à un 20-10-10 pour avoir des tout petits marteaux que tu vas un peu stabiliser. Moi, j'aime bien quand même, le double 20 mais dans du verminus, quoi. Si tu joues un autre clan, pour moi, tu ne verras jamais de vermine de choc. Ça ne sert à rien. Tu vas prendre des rats ogres, une abomination, un truc pour taper, un vermine lord que tu vas stuffer, etc. Tu prendras pas celle-là. Voilà. C'est marrant, on vous parlait tout à l'heure du clan Skryr, c'était les ingénieurs qui mangeaient la malpierre qui pour muter, ainsi de suite. Là, on va passer maintenant au clan Moulder. Ça tombe bien, je l'ai mis à côté de toi, c'est le plus beau. C'est le plus beau, c'est la nouvelle figurine. C'est impossible de savoir ce que c'est. Alors, un amatteur, je pense qu'il y a un bout de couille. C'est le seul truc qui couille, il y a un bout de testicule. C'était dans le cahier des charges. La question, c'est de qui? Donc, au niveau du clan Moulder, on va commencer par le personnage, c'est le maître Moulder. Lui, il est à 100 points. Il a comme capacité maître modeleur de chair, qui est qu'à la fin de n'importe quel tour, il peut choisir une unité Moulder entièrement à 13 pouces de lui. Il a soigné directement de 3. Et aussi, à la phase de charge, il peut ajouter 1 au jet de charge pour unité amie. Ouais, il est pas mal. Je dirais que son gros intérêt, c'est qu'il est pas cher. En fait, si vous avez, par exemple, vous mettez des persos nommés, vous avez besoin de quelqu'un pour porter les artefacts et tout, c'est le personnage le moins cher qu'on ait. Donc on le prendra lui, même si on a peu de Moulder dans l'armée. Sinon, malheureusement, je pense que ses règles sont pas suffisantes pour passer gap. Il va soigner, mais il va pas buffer les unités. Donc il est bien, mais pas exceptionnel. Mais il fait un bon porteur d'artefacts ou de trait de commandement si on a besoin de quelqu'un pour le faire. Et que par exemple, on a joué le nouveau Vermine Lord nommé plus Verminus et qu'on a besoin d'un gars pour porter un autre plus 1 charge par exemple, il est très bien. À noter que je l'aime bien avec peut-être l'autre trait de co qui donne une bulle de plus 1 charge plus 1 course. Pourquoi ? Parce que du coup il file un plus 2 au Moulder à côté de lui. Ça fait du bon peps quand ça commence à galoper à côté. Bon, on va voir la Moulder après, mais oui, c'est pas mal. On a l'abomination de la Bolfos, la petite Betty, qui elle coûte 270 points. Je te propose de la mettre en opposition tout de suite avec le monstre un peu équivalent, qui est la nouveauté. Donc en fait, c'est la terreur que vous voyez juste ici, qui elle est à 300 points. Ouais. Alors c'est des monstres qui ont un style vraiment défini. Ils tankent quasiment rien les deux. C'est de la sève à 5 avec un nombre de points de vie classique, un 14 PV là-dessus. L'abomination, son truc, c'est qu'elle peut revenir quand elle meurt, donc c'est son style, elle arrive. Elle est très chiante à tuer parce qu'elle se soigne de D6 à la fin de chaque tour, donc c'est un peu lourd à tuer. Donc si vous êtes en train de semi-taper dessus, en fait vous la tuerez jamais. Elle tape, ok. Voilà, on va 13 patates sur du 4, 2 plus reine, moins 2 dégâts 2. C'est ça. Le gros souci de ces trucs là, c'est que eux dans la sous-agence Moulder, mais en fait le plus d'une attaque c'est un peu nul. Donc en fait l'effet que vous cherchez c'est vraiment la Ward A5 pour les protéger et que du coup Ward A5 ça soigne de D6, c'est là où ça devient vraiment stylé. Donc on va dire que l'agence Moulder, il y a vraiment le côté où vous injectez à chaque tour dans vos monstres du truc, et dès que vous faites un 5-6, votre armée d'un seul coup, il y a vraiment le côté où tu sais le monstre il est un peu endormi, et d'un seul coup il y a le buff du truc et il devient et là vous le lancez plein de balles et là l'adversaire a du mal à le tuer et elle se soigne et tout, et là ça devient vraiment l'enfer. Ouais, mais c'est sur du 6 sur 3 unités. 5-6. Ouais. Donc tu vois, t'es à 33% et t'es là, tu buffes et t'attends qu'un peu ça se passe. J'aime bien ce côté gameplay là parce qu'il est quand même pas facile à manier, mais on sent qu'il y a un vrai potentiel. Après l'autre monstre, la différence c'est qu'il revient pas, mais par contre il est un peu plus polyvalent parce qu'il a du tir. Bon, pourquoi pas, il est un peu plus stable je dirais dans sa manière d'aborder, il a un mouvement qui est aussi stable, etc. Bon,
Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à les positionner les deux. C'est sympa. J'en mettrai un dans la liste Moulder à chaque fois. Entre les deux, je sais pas, en fonction de ce que vous avez envie, les deux sont bien. Faut noter quand même que la Terreur des Terriers, qui est à 300 points, elle met un malus en saccage à 6 pouces d'aile de -1 pour toucher. Ouais, c'est bien, mais je suis pas sûr que ça vaille la différence. Elle a beaucoup moins bon mouvement, donc en termes d'agression, c'est un peu léger. Voilà, donc je dirais, ouais, moi je dirais quand même Abomination devant. Mais le Brute Terror, c'est nouveau, c'est sympa, c'est un petit shoot, c'est très cool. Et après, dans ce qui va faire le cœur des listes Moulder, une partie du cœur, ça va être les Raogres. Les Raogres, très bon. Bonne unité de projection, en normal. 160 points les 3, ouais. 320 points les 6. Tu les jouerais comment alors? Je dirais que tu peux jouer dans les deux versions. Je mixerais, je pense, les typologies. 3 pour vraiment un tout petit missile. 6 que tu vas synergiser en attendant peut-être ta protection à 5. Ils peuvent se mettre quand même plus d'une attaque avec Moulder, plus d'une attaque en se scarifiant eux-mêmes, en s'injectant un peu des stéroïdes. Ça tape plutôt fort, hein. C'est pas mauvais. Ils ont un petit lance-flamme avec du shooting combat et tout. Donc ouais. Les 6, excusez-moi, vous êtes à 320 points, vous allez faire 30 attaques, potentiellement 36 attaques buffées, qui vont toucher à 4 et qui vont blesser à 3, qui sont dégâts 2. Ouais. Donc c'est très bon, hein. C'est très bon. Très explosif, mais ça, pareil, ça tanque rien. Ça a 4 points de vie, sauvegarde à 5. Donc quand vous n'avez pas votre ward, votre protection, ça vole. Mais j'aime bien. Il faut les mixer dans la liste Moulder avec les Stormfiend. Parce que les Stormfiend apportent une bonne save. 6 PV, save à 4. Et en fait, pour moi, je mixerai un peu les effectifs. Peut-être 2 unités de 3 Stormfiend ou par exemple des unités de 6 Stormfiend avec des petites unités de Raogre pour ouvrir un peu le jeu avec les Raogres et ensuite finir avec les Stormfiend en attendant vraiment la protection à 5 et tout. Et du coup, ça vous donne aussi plus de monde sur map. Et je pense que même il y a des Moulder qui se passeront des monstres et qui mettront plus de Raogre et de Stormfiend qui sont vraiment le cœur un peu optimisé du côté Moulder. Ça va être trop stylé si vous voulez chercher une armée un petit peu élitiste, sans monstres, mais juste avec une espèce d'infanterie monstrueuse. J'aime pas ce terme parce qu'aujourd'hui c'est dédié, on va dire, à d'autres gameplays, à d'autres armées. C'est très cool. C'est-à-dire que tu peux faire des armées avec 30 à 50 rats énormes comme ça. T'as une armée de Space Marine. Tu joues Stormcast, ogre. Mais, et en plus, ils reviennent parce que c'est de l'infanterie aussi. Ils bougent durant le tour adverse parce que c'est de l'infanterie. Vous popez durant la phase de mouvement. En fait, vous avez accès au même type de gameplay, sauf que c'est élitiste. Et on peut faire aussi du Moulder mix, c'est-à-dire je prends 3x20 rats d'éclan ou 2x20, je mets derrière des forces un peu de frappe et machin, et je bénéficie de absolument tout. C'est-à-dire que vous perdez pas en gameplay à jouer un des clans, et ça c'est exceptionnel. Yes, on passe maintenant au clan Eshin. Il n'y a que 2 entrées, c'est un petit peu la déception en fait d'ici. Il y en a en réalité 3 avec le Deceiver. Le fait est quand même que putain, le clan Eshin était un petit peu oublié. En tout cas ici on va parler du Maître Mort qui est à 100 points comme petit héros et qui est donc un assassin. Ouais, bah en fait on verra les unités du clan Eshin, on va passer un peu rapidement dessus. Pourquoi les règles sont pas mauvaises, les War Scrolls sont pas mauvais. Le problème c'est qu'ils ont pas de sous-faction, pas de vraiment trait de co, pas de gameplay associé. Alors, ils vont bien le gameplay de l'armée, c'est des unités qui bougent bien, qui ont des courses et tirs, des courses et charges, etc. Mais en fait, on se rend compte que il est mis de côté, ce clan, et que Game Workshop, via son livre, ne nous pousse pas du tout à les jouer. La preuve, c'est que les coureurs nocturnes qui sont les lignes n'ont pas été refaites. Ils n'ont pas été refaites, leur coût en points est ridicule. Ils sont 10, et entre guillemets, ils valent quasiment le même prix que 20 moines, et ils sont légèrement moins chers que 20 rats d'éclan. Alors oui, j'ai un pré-move, je cours et tire, je peux me cacher à côté des terrains. D'accord, mais bon, c'est trop limité. Ou alors mets-moi à 100 points, genre vraiment 50 points moins cher, tu vois, pour vraiment faire quelque chose. Ils ont pas trouvé, l'assassin est très cool, il est bon contre les persos, il est très compliqué à toucher parce qu'on le touche qu'à 5-6, tir, close et tout. Donc ouais, et puis la fille est une dinguerie absolue. Vous pouvez les jouer, ça sera pas mauvais, mais clairement le livre nous pousse pas du tout vers le clan Eshin, sauf le Deceiver qui est vraiment exceptionnel. Mais ils t'ont mis du lore. Bah oui, parce qu'en fait ça fait partie, les assassins. Il faut savoir, peut-être il y a un truc qui est important dans le lore et pourquoi est-ce qu'ils les ont pas mis, qui peut être explicable, c'est que le clan Eshin est un clan qu'on achète mais qui n'a pas de but propre. C'est-à-dire qu'en fait les autres clans financent le clan Eshin, qui peut d'ailleurs des fois envoyer des assassins assassiner des membres des clans opposés au même moment, personne ne le saura. Mais ils mènent pas leur propre guerre. J'avais caché derrière. Mais ils mènent pas leur propre guerre, donc ils ont pas une propre peut-être identité que n'a pas réussi à exploiter Game Workshop pour la trouver. Bon, ça c'est peut-être une excuse, mais ça peut s'expliquer un peu dans le fluff. On a fait le tour, les amis, donc de ce qui va faire le sel des Skaven. On a aussi fait le tour, justement, de ce qui est, je l'espère, la suite d'Age of Sigmar V4 avec des livres. Putain, qui envoie, hein. Encore une fois, quand t'as 60% de ton livre qui n'est basé que sur le lore, parce que Game Workshop a enfin compris que les règles, elles doivent être digitales, tout comme les coups en point. La preuve, c'est que les coups en point ne sont pas à l'arrière du livre. Elles ne seront présentes que via, justement, un espèce de petit PDF ou directement dans l'application. Ça fait plaisir. Le modèle économique n'est pas encore parfait, puisque vous devez toujours l'avoir pour avoir votre petit code, et donc les règles
règles de façon digitale. Mais le fait est quand même que enfin on va vers une direction où les livres sont faits pour ceux qui ont envie d'épouser, on va dire, l'histoire d'une armée, des visuels et donc rêver. Il y a des trucs de ouf dans le bouquin que je vous ai pas nécessairement montré, mais et ça se fait, et c'est de plus en plus rare aujourd'hui dans le monde de l'édition. Vous avez en fait même des cartes qui se déplient à l'intérieur du livre. Et ça, honnêtement, c'est super cool puisque ça vous permet vraiment de voyager à l'intérieur de votre livre. Franchement, c'est trop bien. Et j'ai vraiment aimé la nouvelle direction, on va dire, éditoriale qu'ils ont pris sur les nouveaux livres d'armée, où on sentait qu'avant ils cherchaient entre règles, l'or qui évoluait pas et ainsi de suite. Là, les livres d'armée, c'est soit pour votre collection, soit parce que c'est votre armée de cœur, et c'est très bien comme ça. Personnellement, j'étais très attardé sur le côté jeu des Skaven. L'index était réussi, puissant, avec quelques trous dans la raquette. Là, les trous sont corrigés, l'armée a gagné en profondeur. Pour les joueurs historiques, vous découvrez de nouvelles unités qui sont bonnes, bien écrites, qui incluent de nouveaux gameplays, et donc vous allez pouvoir redécouvrir votre livre au complet. Donc je pense que c'est extrêmement plaisant, et on enlève la frustration d'unités qui avaient disparu de l'index, on n'avait pas compris, vous avez tout, toute votre gamme est toujours là, donc c'est vraiment exceptionnel. Et pour les nouveaux joueurs, vous voyez la richesse, peut-être pas facile à appréhender, parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup d'unités, avec beaucoup de choses différentes, mais en fait, prenez une direction, et petit à petit vous verrez à quel point ça vous plaît. Voilà. Et moi je dirais ça comme ça, c'est une armée qui joue toutes les phases, de manière différente, avec du fun, un peu d'aléatoire mais qu'on peut super bien contrôler. Voilà. C'est une armée que tu recommanderais donc à un débutant potentiellement pour l'aspect modéliste, couverture de l'éditeur et aussi marge de progression, parce que toi c'est une armée que tu joues en compétition. Ouais, moi je pense qu'on peut la jouer à très très haut niveau compétitif, à un niveau intellectuel et de complexité en adversaire et en joueur très élevé. C'est une armée qui a beaucoup de ressources, beaucoup de stabilité dans la partie et de capacité à rester dans des games même qui se passent mal, ou dans des match-ups très très compliqués. Ça c'est extrêmement agréable quand on joue en compétition ou qu'on veut pouvoir tout affronter. Donc si vous voulez chercher une armée qui passe partout, je pense qu'elle fera partie du top 2 ou top 3 de Age of Sigmar. Et pour un débutant, nouvelle gamme, de nouvelles figurines qui claquent, quasiment plus de choses entre guillemets en fancast ou un peu old school. Vous savez que vous partez pour 3 ans de kiff là. Et on a vu des gameplays, vous pouvez choisir un côté technologique, un côté des rats boost aux stéroïdes qui prennent des injections durant la partie. Il y a vraiment... Je vais juste faire une petite parenthèse, c'est ma seule déception, mais d'un autre côté c'est normal, faut comprendre en gros qu'un éditeur de jeu, il va faire tourner sa version. Donc on a entre guillemets à peu près 3 ans d'espérance de vie sur une édition aujourd'hui d'un jeu de Game Workshop, et on sait que ça va évoluer. Là on est sur la première armée, elle est pas si lisse que ça, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle peut avoir différents gameplays, différents caractères. Celui qui n'est pas encore exploité, c'est celui sur le contrôle la valeur des objectifs adverses. Ouais. Puisque finalement, tu n'as plus qu'une seule occurrence, alors qu'on pensait avec l'arrivée de Vermintide qu'il y allait avoir ce vrai gameplay. Il n'y a que le nouveau personnage Shura qui a cette capacité d'augmenter de D6 le contrôle d'objectifs. C'est le seul gameplay où je pensais qu'ils allaient creuser notamment le Skaven là-dessus, et en fait, non, à voir peut-être plus tard dans l'édition. Ouais, le Skaven est plutôt une armée sournoise qui joue beaucoup dans le mouvement, qui se téléporte, qui fuit, mais qui peut aussi choisir ses combats. Je dirais que c'est ça qui le définit, c'est qu'il déplace le combat là où il a envie d'être, avec quelques petites astuces un peu sournoises et tout, et il tape pas excessivement fort, il fait pas beaucoup de blessures mortelles. Par contre, c'est une armée, il faut faire attention aux synergies entre les unités, qui peuvent d'un seul coup vous surprendre par leurs dégâts, ou par la combinaison de différentes unités entre elles. Donc moi je trouve que ça correspond plutôt bien, finalement, aux fleuves des Skaven, qui sont lâches, sournois, mais potentiellement extrêmement dangereux pour toutes les races qu'ils peuvent affronter. Yes, on parle là de l'aspect un petit peu vraiment overall. T'as regardé un petit peu aussi ce qui se fait en armée de renom, ils en proposent 2, qui sont pour le coup très très bien cadrés, dans le sens, c'est très 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 rigide, vous avez quasiment pas le choix de ce que vous allez jouer. Ouais. Personnellement, je pense pas trop qu'on ira les chercher, ni qu'ils iront chercher quelconque armée de renom des autres armées, entre guillemets, du chaos et tout. Je pense qu'ils sont très 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 bons eux-mêmes, et on a déjà tellement de gameplay, de possibilités en interne, et les listes sont très difficiles à construire, parce qu'en fait on a tellement envie de mettre plein de trucs et d'assembler différents gameplays ensemble. Donc moi je dirais qu'ils se débrouillent très bien comme ça tout seul. Pour conclure, c'est un essai qui est transformé de la part de Game Workshop pour toi, pour le premier livre de cette 4ème édition d'AOS. Ouais, 100%, et ça nous donne le ton, et s'ils respectent ce côté index qui va ressembler au bouquin en le corrigeant, en l'améliorant, en donnant la meilleure version possible, déjà c'est agréable je pense pour les joueurs de pas changer de gameplay tous les 3 mois dès que ça va sortir, et en plus c'est plutôt de bonne lecture même pour l'équilibre interne. D'accord, et écoute, un grand merci à toi Titi d'être venu justement nous présenter ce premier livre d'armée pour la 4ème édition d'Age of Sigmar. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, un petit coup de patoune dessus. Si vous voulez supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.